Dans une chambre sombre, une atmosphère pesante s'installe au sol. Pendant son sommeil, des créatures cauchemardesques l'encerclent, le réclamant comme leur proie. L'une d'elles, une abomination à la gueule béante, s'apprête à frapper. Il ouvre brusquement les yeux, une pointe menaçante juste sous sa gorge. Pris de panique, il se redresse d'un bond, se débattant contre une terreur invisible. Assis par terre, encore sous le choc, il se demande si tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Son regard affolé balaie la pièce, cherchant une explication logique à sa peur. Puis la confusion s'installe, alors qu'il réalise ne pas reconnaître du tout cet endroit. Sa mémoire lui revient brutalement en apercevant une silhouette inerte au sol. Un éclair de pure horreur traverse son visage, alors qu'il comprend l'impossible vérité. Des bribes de sa vie passée lui reviennent. Un orphelin devenu un étudiant primé et un chercheur de génie. Il comprend alors que les autres souvenirs appartiennent à quelqu'un d'autre. Il a été transmigré. Anéanti, il s'effondre en découvrant que son nouvel alter-ego, Baiji, est un bon à rien. Une lueur s'allume pourtant dans son regard, car il trouve une seule, unique qualité à ce type. Ce dernier avait réussi l'exploit d'avoir 7 petites amies différentes dès son premier semestre. Le pire, c'est qu'il ne s'intéressait pas à elles, mais seulement à leur argent pour ses jeux en ligne. Il serre le poing, partagé entre l'admiration pour l'audace et le dégoût pour la méthode. Pour se changer les idées, il s'approche de la fenêtre et l'ouvre sur la ville nocturne. Il sourit, acceptant sa seconde chance et se promettant de vivre une vie simple et paisible. Cette résolution s'envole aussitôt, remplacée par une ambition bien plus grande. À peine arrivé à la cafétéria du campus, son attention est immédiatement captée par une altercation. Une étudiante populaire, Lin Xiaoyi, lui hurle dessus, exaspérée par ce qu'elle perçoit comme son harcèlement. Il reste figé, mais ce n'est pas la colère de la jeune femme qui le trouble. Son regard est fixé sur l'ami de cette dernière, car il a cru voir un visage démoniaque à l'arrière de sa tête. La vision d'horreur se confirme alors que la créature se tourne, ses yeux rouges brillant de malveillance. L'abomination ouvre une gueule démesurée, prête à frapper sa victime inconsciente du danger. Sans une seconde d'hésitation, il se jette en avant et pousse la jeune femme hors de portée. L'ami Xiaowen se transforme alors complètement en une silhouette sombre et menaçante. Le monstre, une entité affamée, révèle sa véritable nature terrifiante. Il serre le poing, réalisant que son rêve de vie paisible est terminé et que ce monde est bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Il ramasse un os qui traîne sur le sol de la cafétéria. Il le présente à la créature comme on appâterait un animal sauvage. Puis il le lance au loin, et le monstre, par pur instinct, se précipite pour l'attraper. Il se moque gentiment d'elle, ce qui fait réaliser à la créature qu'elle a été ridiculisée. Folle de rage, l'entité reprend sa forme monstrueuse et se jette sur lui pour le dévorer. Il bloque l'assaut sans effort avec un simple plateau repas. Il la plaque au sol et lui renverse le contenu du plateau sur la tête en la sermonnant. Le monstre, complètement dépassé, hurle de pure exaspération. N'en pouvant plus, l'entité s'échappe du corps de la jeune femme et disparaît. Lin Xiaoyi est sous le charme, tandis que son amie reprend conscience, perplexe et couverte de nourriture. Il annonce nonchalamment que son amie est saine et sauve, et qu'il s'en va. Il leur fait un signe de la main pour partir, mais Lin Xiaoyi tente de le retenir. Xiaowen, encore confuse, demande à son amie ce qui vient de se passer. Mais Lin Xiaoyi, le regard rêveur, est persuadé d'avoir enfin trouvé l'homme de sa vie. En s'éloignant, il songe à reprendre ses anciennes habitudes pour se défendre contre ces créatures. Son regard se durcit, révélant une détermination froide et calculatrice. Plus tard dans la soirée, il observe une scène étrange. Des enfants jouant à la marelle dans la pénombre. En y regardant de plus près, il remarque que les yeux de l'un d'eux brillent d'une lueur rouge inquiétante. La créature se retourne, révélant un visage démoniaque et des victimes ligotées derrière elle, l'invitant à se joindre à leur jeu. Il décline poliment l'invitation macabre, un sourire nerveux aux lèvres. La créature l'attrape soudainement par le bras, l'empêchant de fuir. Le démon lui affirme que le refus n'est pas une option et le tire à lui avec une force surnaturelle. Il est aspiré de force dans une dimension écarlate et tourbillonnante. Il se retourne, paniqué alors que l'attraction devient irrésistible. Un tentacule d'ombre le traîne violemment sur le sol en direction de l'enfant démoniaque. À terre, il fait face à la créature qui lui annonce que le jeu est sur le point de commencer. Le décor se transforme en un jeu d'évasion macabre, bâti sur une montagne d'âmes en peine. La terreur se lit sur son visage alors qu'il comprend la nature mortelle de ce jeu. La scène bascule, révélant le démon au milieu de poupées représentant ses précédentes victimes. Il brandit une nouvelle poupée à son effigie, admirant son futur jouet avec une joie malsaine. Le démon ouvre une gueule immense, prêt à dévorer la poupée à l'effigie de sa victime. Une petite fille sortie de nulle part lui assène une gifle retentissante en plein visage. Le démon, humilié et furieux, se retrouve au sol et lui demande des explications. Elle le sermonne,
lui reprochant d'attirer l'attention des joueurs officiels en chassant des humains. Pour le prouver, elle lui montre un véhicule et 3 silhouettes qui viennent d'arriver en bas. Une équipe de chasseurs de démons se met en place, le plus jeune étant cantonné à un rôle de soutien. Le capitaine juge que la nouvelle recrue n'est pas encore prête pour les missions dangereuses. Du haut du toit, le démon analyse ses adversaires et se réjouit de voir des proies si faciles. Il propose à la fillette de s'allier pour les éliminer, mais elle refuse et s'éloigne en lévitant. Elle lui donne un dernier conseil, ne jamais sous-estimer un joueur, même débutant. Le démon ignore son avertissement, convaincu que le jeu en vaut la chandelle. En s'éloignant, elle le traite d'idiot qui court tout droit à sa perte. Pendant ce temps, à l'intérieur, la jeune recrue des chasseurs court pour sa vie dans un couloir sombre. Il panique en réalisant qu'il est tombé sur un adversaire bien trop puissant pour lui. Malgré la peur, une lueur de détermination brille dans son regard alors qu'il se prépare à l'impact. Une créature d'ombre massive se matérialise devant lui, poussant un cri assourdissant. Le monstre se penche, son visage cauchemardesque à quelques centimètres du sien, le paralysant de terreur. D'un mouvement désespéré, il prend appui sur le sol pour tenter une esquive de la dernière chance. Il est projeté en arrière par la violence de l'assaut, évitant de justesse les griffes du monstre. Tombé au sol, il regarde sa main blessée, le visage déformé par la peur et l'incompréhension. Il est pétrifié, réalisant qu'il est complètement dépassé par la situation. Une créature difforme rampe à proximité, mais semble étrangement incapable de le repérer. Pendant ce temps, Baiji reste calme et analyse la situation, persuadé que ce jeu a des règles précises. Un éclair de génie le frappe, alors qu'il déchiffre enfin les règles de ce domaine mortel. Il comprend que le pouvoir du démon est lié aux ombres. Être dans la lumière expose au danger. C'est pourquoi la créature ne l'a pas vu. En se cachant dans l'obscurité, son ombre a disparu. Mais il sait que se cacher ne suffira pas. Il doit trouver un moyen de s'échapper et, avant tout, une arme. Son regard se pose sur un casier métallique, espérant y trouver quelque chose d'utile. Il tente de l'ouvrir, mais la porte est solidement verrouillée, bloquant son accès. Loin de se décourager, il se prépare à forcer le casier, déterminé à prendre le contrôle du jeu. Il peste contre son impuissance, réalisant qu'il n'a absolument rien pour se défendre. Sa main effleure soudain quelque chose d'inattendu sur le sol. Il ramasse l'objet, qui se révèle être une main glaciale et verdâtre. Son visage se crispe d'horreur en comprenant la nature macabre de sa trouvaille. Pris de panique, il jette la main au loin avec un geste théâtral. Sa paranoïa monte d'un cran, se demandant si le casier abrite aussi une entité. Étrangement, il se remémore la sensation douce de la main spectrale, presque avec regret. Poussé par une curiosité un peu déplacée, il décide de jeter un œil à l'intérieur du casier. Sa main entre en contact avec une surface douce et chaude, le surprenant à nouveau. Une lueur de reconnaissance traverse son regard alors qu'il identifie cette sensation familière. Une jeune femme aux cheveux roses se rue sur lui, une batte de baseball à la main, prête à frapper. Elle l'attaque frénétiquement, persuadée qu'il est une menace, alors qu'il tente de la raisonner. D'un geste vif, il bloque la batte et lui reproche son manque de discernement. En larmes, elle tente de justifier son geste en expliquant qu'elle se défendait pour ne pas être tuée. Il reste perplexe, ne comprenant absolument pas pourquoi elle pense qu'il voudrait lui faire du mal. Terrifiée, elle lui révèle alors la règle macabre du jeu. Un seul survivant pourra s'échapper. Son expression change brusquement alors qu'une nouvelle règle du jeu d'évasion se manifeste. Il s'accroupit pour la rassurer, lui promettant qu'ils s'en sortiront tous les deux vivants. Un sourire confiant se dessine sur son visage alors qu'il annonce son intention de retourner les règles contre le jeu lui-même. Il lui demande où se cachent les autres participants, expliquant qu'il a besoin de leur coopération pour son plan. Il se tient victorieux au-dessus des autres participants, une batte à la main demandant sa libération. Une notification du jeu confirme sa victoire et annonce sa téléportation imminente. Entouré d'une lueur numérique, il savoure son triomphe, fier d'avoir déjoué le système. Soudain, il est projeté hors du bâtiment, réapparaissant dans le monde réel. Pendant ce temps, l'enfant démoniaque a capturé les deux autres chasseurs avec ses ombres. Il se délecte de leur impuissance, se moquant de la facilité avec laquelle ils dominent les débutants. C'est alors que Baiji surgit et frappe le démon de plein fouet avec sa batte. Le démon, à terre et sonné, le reconnaît avec incrédulité, incapable de comprendre sa fuite si rapide. Baiji le toise avec un sourire arrogant, qualifiant son jeu mortel de simple formalité. Contre toute attente, la jeune recrue intervient et l'empêche de frapper à nouveau, protégeant le démon. Baiji est abasourdi par la justification de la jeune recrue qui a été manipulée par le démon. À terre, le démon, furieux, exige de savoir comment il a pu s'échapper de son jeu. Baiji arbore un sourire suffisant, prêt à révéler la simplicité de son stratagème. Il explique alors la règle fondamentale du domaine. Le danger réside uniquement dans les ombres.
Un flashback le montre en train de préparer son plan avec la jeune femme aux cheveux roses. Il révèle que si l'ombre d'un joueur est éliminée, le jeu considère le joueur comme vaincu. Il a donc simplement détruit sa propre ombre avec la batte pour simuler sa défaite. La jeune femme se souvient de sa stupeur en voyant cette solution aussi brutale qu'ingénieuse. Il avoue que sa victoire n'était qu'une mise en scène pour tromper le système du jeu. Le démon fulmine, réalisant qu'il a été ridiculisé par une astuce aussi simple. Le démon, furieux, lance une attaque d'ombre sur Baiji, le traitant d'idiot. L'ombre tente de s'enfuir par une porte, réalisant que le combat tourne mal. Mais Baiji l'intercepte d'un coup de pied, piégeant l'entité par la queue. L'ombre est violemment ramenée en arrière, se rétractant vers le corps du démon. Baiji affiche un sourire narquois, révélant qu'il avait deviné leur stratagème pour gagner du temps. Les deux chasseurs sont pris de court, l'un d'eux se moquant gentiment de l'inattention de son capitaine. Il leur signale que c'est le moment idéal pour passer à l'action et en finir. Les deux coéquipiers se préparent au combat, l'un dégainant une arme et l'autre activant ses pouvoirs. Le capitaine s'élance sur l'enfant démoniaque, ses mains brillant d'une énergie prête à frapper. La créature est touchée de plein fouet, son visage se tordant sous l'impact de l'assaut. L'enfant démoniaque est projeté en arrière par la force de l'impact. Fou de rage, il se transforme et jure de ne pas les laisser s'en tirer. Son coéquipier le met en joue froidement, lui annonçant que la partie est terminée. Une décharge d'énergie pure jaillit de son arme, filant droit sur sa cible. Le tir manque sa cible de peu, percutant le mur dans une explosion de lumière. Le tireur reste figé de surprise en voyant le résultat de son assaut à travers le corps de sa cible. Assis au sol avec un trou béant dans la poitrine, le démon semble à peine affecté. Le capitaine, paniqué, ordonne à son partenaire de faire feu une nouvelle fois. Baiji analyse la scène, comprenant qu'il a affaire à des professionnels du surnaturel. Le démon, complètement régénéré, se tourne vers eux, un avertissement menaçant sur le visage. Le capitaine hurle le nom de la jeune recrue, réalisant qu'il est en danger. L'agent en question s'effondre, tentant de les avertir d'une nouvelle menace au rez-de-chaussée. Baiji, quant à lui, observe la scène avec un calme déconcertant, sa batte posée sur l'épaule. Le capitaine constate que sa recrue est juste évanouie et décide de s'occuper de la menace en bas. Il demande alors à Baiji de surveiller le démon et son coéquipier, ce que ce dernier accepte avec un sourire entendu. Une fois les deux chasseurs partis, il s'approche lentement de la recrue inconsciente au sol. Il s'arrête devant lui et le salue nonchalamment, comme s'il se retrouvait pour prendre un café. Un sourire sadique se dessine sur son visage alors qu'il propose de soigner le jeune homme à sa manière. Il abat alors violemment sa batte sur le sol juste à côté de lui, provoquant une onde de choc douloureuse. La douleur est si intense que l'âme du jeune homme semble vouloir s'échapper de son corps. La petite démone l'abandonne sur le toit, lui souhaitant bonne chance avant de disparaître. Resté seul, l'enfant démoniaque se tourne vers Baiji, qui s'avance tranquillement vers lui. Il se moque du manque de loyauté entre les démons, révélant qu'il n'a jamais été dupe de leur alliance. Son assurance vacille en sentant une aura menaçante l'envahir, comprenant qu'il a sous-estimé son adversaire. Le visage de l'enfant se tord dans l'ombre, exprimant un regret malsain avant de passer à l'attaque. Révélant sa véritable nature, il hurle de rage, ses yeux brillant d'une lueur rouge sang. La créature se jette sur lui dans un dernier effort désespéré, jurant de l'entraîner dans sa chute. Il s'accroche à son dos et s'enflamme subitement, tentant une attaque suicide pour le consumeur. Baiji se débat pour le repousser, se retrouvant lui-même enveloppé par les flammes démoniaques. Il observe sa main en feu avec une étrange fascination, réalisant que la chaleur ne lui cause aucune douleur. Le démon rit aux éclats en se consumant, le menaçant d'une vengeance infinie. Son visage déformé par la haine lui promet qu'il n'y aura aucune échappatoire. Son œil flamboyant se fixe sur lui, scellant sa menace d'un pacte de mort. La créature se désintègre en une pluie de cendres, ses derniers mots s'évanouissant dans l'air. Baiji reste impassible, balayant ses menaces d'un revers de main méprisant. Une notification holographique apparaît soudain, le félicitant d'être devenu un joueur officiel. Il découvre avec stupeur les détails. Niveau 1, une protection de 72 heures et le début d'un jeu mortel. La scène bascule dans une réalité absurde, où le démon révèle que leur monde n'est qu'une illusion. Le visage menaçant, la créature lance une dernière malédiction, brisant le 4e mur. Son interface de joueur se matérialise, affichant ses statistiques de départ, un inventaire vide et aucune compétence. Il découvre ses statistiques de base, révélant une intelligence et un charisme élevé, mais une santé mentale incertaine. Son inventaire contient 2 récompenses surprenantes, un laissez-passer et un titre de propriété pour le royaume des ombres. Il réalise que la dernière attaque du démon était une tentative désespérée de l'entraîner dans sa chute. Il comprend la nature de sa nouvelle réalité. Un jeu d'horreur à grande échelle où ne pas jouer signifie la mort.
Une vision des horreurs à venir lui apparaît, le forçant à accepter les règles de ce jeu mortel. Loin d'être effrayé, il accepte le défi avec un sourire carnassier, prêt à renverser les rôles. Une lumière aveuglante l'enveloppe soudainement, le prenant complètement par surprise. Il se retrouve face aux autres participants, toujours piégés dans la terreur du jeu qui vient de se terminer. Il réalise avec soulagement qu'ils sont tous revenus dans le monde réel, sur le toit de l'université. Il rassure les survivants, leur annonçant que le démon a été vaincu et que le cauchemar est terminé. Les survivants, submergés par l'émotion, le remercient en s'accrochant à lui comme à une bouée de sauvetage. L'un d'eux lui jure une loyauté éternelle, tandis que Baiji tente désespérément de sauver son pantalon. Pendant ce temps, les secours arrivent pour évacuer les blessés, attirant l'attention des curieux. Lin Xiaoyi et son ami observent la scène, cette dernière le désignant comme l'homme idéal de son ami. Le capitaine des chasseurs s'approche alors de lui et l'interpelle par son nom, lui serrant la main. Il résume la situation, identifiant le démon des ombres et une autre entité qui avait pris possession de son coéquipier. Impressionné par ses compétences, il lui propose de rejoindre leur organisation officielle de chasseurs. Baiji décline fermement l'invitation, affirmant préférer agir en solitaire plutôt que de rejoindre un groupe. Le capitaine semble déçu mais accepte sa décision avec une expression résignée. L'homme tente alors une autre approche en lui tendant une carte, mais Baiji reste inflexible, refusant toute forme de corruption. Le capitaine lui tend une carte de crédit, insistant pour qu'il accepte cette récompense personnelle d'1 million. Baiji est abasourdi par la somme, son esprit n'arrivant pas à traiter une telle générosité. Son côté pragmatique, sous la forme d'un petit démon, le presse d'accepter pour éviter de mourir de faim. Même sa conscience angélique est d'accord, confirmant que refuser serait une pure folie. Le chasseur insiste, proposant une future collaboration et une amitié s'il refuse de rejoindre leur organisation. Baiji cède finalement avec un sourire, ses démons intérieurs célébrant cette sage décision financière. Au loin, Lin Xiaoyi admire la scène, impressionné par le respect que les officiels témoignent à son héros. Son ami, plus pragmatique, lui rappelle sa réputation de coureur de jupons, semant le doute dans son esprit. Lin Xiaoyi élabore alors une théorie romanesque où il se sacrifie en secret pour protéger ses petites amies. Complètement sous le charme, elle s'imagine une vie de conte de fées avec lui, déterminée à le conquérir. Baiji consulte son interface de joueur, le compte à rebours de sa protection est enclenché. Il se rappelle les règles du jeu. La fin de la protection déclenche une mission obligatoire. Il décide de se préparer au mieux, conscient des dangers qui le guettent. Des coups à la porte interrompent sa réflexion, le surprenant. Intrigué, il se dirige vers la porte, se demandant qui pourrait bien le chercher à cette heure. Il ouvre la porte et se retrouve face à une jeune femme, visiblement une de ses conquêtes. Interloqué par sa présence, il lui demande la raison de sa visite. La jeune femme semble surprise par son manque de réaction à son arrivée. Elle prend son courage à 2 mains et se prépare à lui faire une déclaration. Elle lui avoue ses sentiments et lui propose une relation amoureuse. Il est complètement exaspéré par cette nouvelle déclaration, se demandant comment son alter ego a pu attirer autant de problèmes. Il la rejette froidement, lui ordonnant de partir et de ne plus jamais l'approcher. Loin de se décourager, elle jure de ne pas abandonner et de le suivre partout où il ira. Le lendemain, une autre jeune femme, bien plus énergique, l'interpelle joyeusement sur le campus. Elle lui offre à manger avec un regard plein d'admiration, ignorant complètement son air blasé. Il tente de l'ignorer et de s'éloigner, mais elle le suit obstinément à travers le campus. Excédé, il se retourne et lui demande si elle compte le suivre jusque dans les toilettes pour hommes. Sans se démonter, elle lui répond avec un grand sourire qu'elle l'attendra sagement à la porte. Réfugié dans les toilettes, il se lamente sur son sort, maudissant ce visage qui ne lui attire que des ennuis. Mais il met rapidement sa frustration de côté, car il a des problèmes bien plus urgents à régler. Le compte à rebours atteint 0, annonçant la fin de sa protection et le début de sa première mission obligatoire. Il est aussitôt transporté devant un manoir sinistre, enveloppé par un orage surnaturel. À l'intérieur, il découvre un salon lugubre où une créature arachnéenne géante est déjà collée à la fenêtre. Son visage se durcit alors que les détails de la mission s'affichent devant ses yeux. Son objectif est simple mais terrifiant. Survivre 6 heures dans un scénario nommé « Entre réalité et illusion ». La scène brise le 4e mur alors qu'il s'adresse directement aux lecteurs pour leur demander leur soutien. Des personnages secondaires s'accrochent à lui, le suppliant de ne pas interrompre l'histoire. De retour dans le jeu, une notification lui demande de choisir un pseudonyme avant de commencer l'épreuve. Il se creuse la tête, passant de la réflexion intense à une frustration comique, incapable de se décider. Agacé par l'absence d'un générateur de noms aléatoires, il décide par dépit d'utiliser son ancien pseudo en ligne. Le système valide son pseudonyme, Hey Bye, et le téléporte instantanément dans la mission.
Il lève les yeux, surpris par la soudaineté de son transfert dans ce nouvel environnement. Il se matérialise dans une pièce sombre, découvrant qu'il n'est pas seul pour cette épreuve. Une femme aux cheveux roses l'accueille avec un grand sourire, visiblement ravie de voir le dernier participant arriver. Un homme à lunettes l'observe d'un air suffisant, tandis que sa coéquipière reste plus réservée. L'homme prend la parole, se positionnant comme le leader du groupe pour briefer les nouveaux arrivants. Il expose le scénario. Ils sont des randonneurs piégés et doivent en survivre 6 heures dans ce manoir hanté. Son visage s'assombrit alors qu'il insiste sur le fait que quelque chose dans la villa est là pour les tuer. Ces paroles terrifient les deux jeunes femmes, qui se serrent l'une contre l'autre, paniquées. Il change aussitôt de ton, les rassurant avec un sourire en expliquant que la coopération est la clé du succès. L'homme à lunettes est surpris d'apprendre que Baiji a déjà 2 suggestions pour s'en sortir. La première option est de suivre les règles et d'explorer le manoir comme un escape game mortel. Il s'approche de la fenêtre sous la pluie battante pour présenter sa deuxième idée. Un éclair violent frappe à l'extérieur, ajoutant une touche dramatique à sa proposition. Baiji l'interrompt, devinant que son autre plan est de fuir à travers la montagne en pleine tempête. L'homme confirme avec un sourire suffisant, impressionné par sa déduction. Les deux femmes semblent d'accord avec l'analyse de Baiji, jugeant que le manoir est l'option la plus sûre. Le leader précise avec un air condescendant qu'il ne s'agissait que de simples suggestions. Baiji balaye leurs options d'un revers de main, annonçant avoir une bien meilleure idée en matérialisant un objet. Il sort alors un bidon d'essence de son inventaire, proposant avec enthousiasme de tout incendier aux grandes dames de ses coéquipiers. Il explique que les exorcismes modernes exigent des méthodes plus efficaces, regrettant de ne pas avoir d'armes plus puissantes sous la main. Il s'imagine alors une solution radicale, où une explosion massive rendrait tout le monde égal face au danger. Sa main s'apprête à presser un bouton sur le bidon, comme s'il s'agissait d'un détonateur. La jeune femme aux cheveux roses l'arrête, le suppliant de revenir à un plan plus conventionnel et d'explorer le manoir. Il accepte finalement, au grand soulagement de tout le groupe qui approuve vigoureusement. Le leader propose alors de se séparer en binôme pour fouiller les 8 pièces du rez-de-chaussée. Baiji et sa coéquipière se dirigent vers la cuisine, lampe torche en main alors que le compte à rebours continue de tourner. La jeune femme est prise de nausée, visiblement dégoûtée par quelque chose, tandis qu'il la regarde d'un air impassible. Il la sermonne froidement, lui expliquant que la peur ne fera que la mener à sa perte, ce qui la fait réagir avec indignation. Vexée, elle tente de prouver son courage en s'emparant de la poignée d'une porte métallique, prête à l'ouvrir seule. Elle ouvre la porte et tombe nez à nez avec une tête posée dans une flaque rouge. Prise de panique, elle hurle, et il la soulève dans ses bras pour l'éloigner. Il lui explique calmement qu'il ne s'agit que d'une pastèque recouverte d'une affiche promotionnelle. Il commente l'idée saugrenue et l'odeur pestilentielle qui s'en dégage, tandis qu'elle reste pétrifiée. Elle tente de sauver la face en riant nerveusement, prétendant n'avoir jamais eu peur. Pour prouver son courage, elle désigne une autre tête dans un compartiment voisin. Elle essaie d'arracher ce qu'elle croit être une autre affiche, mais celle-ci résiste. D'un air las, il lui annonce que cette fois, il s'agit bien d'une vraie tête. La réalité la frappe de plein fouet, son esprit se brisant sous le choc de la découverte macabre. Son âme quitte son corps dans une vision paisible, suggérant qu'elle est morte de peur. Il la regarde s'évanouir, lui reprochant son manque de courage avec un air blasé. Lampe torche en main, il décide qu'il est temps de laisser les distractions de côté et de commencer la vraie mission. Il s'adresse alors à la tête avec une curiosité morbide, se demandant qui a bien pu être sa victime. Une vision le montre à nouveau en train de proposer avec enthousiasme de tout brûler, au grand désespoir de ses coéquipiers. La scène bascule sur une place publique animée, où des gens dansent joyeusement au son d'une musique entraînante. 2 femmes s'amusent en dansant ensemble, profitant de l'ambiance festive et insouciante. L'illusion se brise brutalement, révélant que son partenaire de danse est en réalité une vision d'horreur. De retour dans le manoir, elle s'effondre au sol, hurlant de terreur après cette hallucination macabre. Pour la réveiller, il place une enceinte devant elle et monte le volume à fond. Il lui explique fièrement sa stratégie, combattre la peur avec une playlist de 300 chansons positives pour tenir jusqu'à l'aube. Elle se plaint que sa méthode, loin de la rassurer, ne fait qu'aggraver son traumatisme. Il continue son inspection dans des toilettes abandonnées, dont les murs sont couverts de traces inquiétantes. Ne trouvant rien de plus, il décide de retourner dans le salon suivi par sa coéquipière encore secouée. Dehors, la pluie continue de tomber à verse, isolant un peu plus le manoir du reste du monde. Elle remet en question l'utilité de son enceinte, qu'il défend comme un équipement de survie essentiel. Alors qu'il marche, elle le percute accidentellement, surprise par un événement soudain. Complètement désorientée, la jeune femme se demande ce qui a bien pu la déstabiliser à ce point. Son instinct l'alerte aussitôt, son visage se tendant alors qu'il sent qu'un danger approche.
La porte d'entrée s'ouvre violemment dans un grand fracas, surprenant tout le monde dans la pièce. Il analyse la situation et en déduit que le vent est seul responsable, car aucune empreinte n'est visible. Il analyse les empreintes au sol, notant qu'une série est plus lourde tandis que l'autre est plus légère et chancelante. Un sourire suffisant se dessine sur son visage, car il a déjà compris toute la situation. Il en déduit que l'autre groupe, contrairement à eux, a clairement rencontré des problèmes. Il précise même que l'un d'eux a été blessé, se basant sur la profondeur des pas. Dans leur précipitation, ils auraient renversé des encas en attrapant quelque chose sur une table. Il se tourne alors vers les autres, demandant avec assurance la confirmation de sa brillante déduction. Les deux autres participants le fixent, complètement abasourdis par la précision de son analyse. L'homme à lunettes se demande s'il n'est pas un psychopathe, tandis que sa coéquipière rit, lui conseillant de s'y habituer. La jeune femme aux cheveux roses reprend son sérieux, confirmant d'un air grave qu'elle a bien été attaquée. Elle commence alors à raconter son histoire, expliquant qu'il fouillait la chambre principale à l'étage. Une main d'ombre surgit soudainement et l'attrape à la gorge, la surprenant en pleine panique. Elle est violemment projetée au sol, son poudrier s'ouvrant en tombant à côté d'elle. À terre, elle se débat désespérément, luttant pour respirer sous l'emprise de l'entité. Sa vision se trouble alors qu'elle aperçoit un bras sectionné non loin d'elle, ajoutant à l'horreur de la scène. Son coéquipier se précipite vers elle, appelant à l'aide en voyant sa partenaire en danger de mort. Il invoque alors une poupée protectrice qui déploie un bouclier d'énergie verte pour la défendre. L'assaut de l'ombre est repoussé par la barrière, et elle réalise avec soulagement qu'elle a été sauvée de justesse. Elle pense que la main a déclenché l'attaque, mais il la contredit, expliquant que leur propre découverte n'a rien provoqué. Un éclair de génie le frappe alors qu'il identifie le véritable déclencheur, les miroirs. Un flashback montre la chambre qu'ils ont fouillée, où un miroir maculé était aussi présent que la fenêtre barricadée. Il explique que l'attaque a été déclenchée par le miroir de poche, car toutes les autres surfaces réfléchissantes ont été détruites. Sûr de lui, il annonce que leur mission est désormais simple, éviter les reflets et assembler le puzzle macabre. Sa coéquipière s'indigne, lui rappelant que le moindre reflet, même celui d'un téléphone, peut être fatal. Elle souligne le danger, expliquant qu'une seule erreur pourrait signer l'arrêt de mort de toute l'équipe. Le leader refuse d'attendre passivement et décide qu'il est temps de reprendre les recherches. Son équipe trouve un torse et il ordonne à Baiji et sa partenaire de fouiller l'étage supérieur. Beiji découvre une jambe et en déduit qu'il doit y avoir 6 morceaux au total, pas 5. Après avoir rassemblé les membres, il reconstitue le corps sur une table, mais il semble incomplet. Le leader examine le corps de plus près, intrigué par un bras qui se termine par un moignon bandé. La jeune femme aux cheveux roses émet l'hypothèse que la victime était peut-être déjà handicapée avant sa mort. Il explique calmement que la main droite scellée est la pièce manquante du puzzle, tout en mangeant des nouilles instantanées. Il justifie son repas en expliquant que la réflexion intense consomme beaucoup d'énergie, aux grandes dames de ses coéquipiers. Après avoir fini son repas, il annonce avec assurance qu'il a résolu l'énigme et sait où se trouve la main. Il leur propose de le suivre pour terminer le jeu, un sourire confiant aux lèvres, laissant le reste du groupe sans voix. Le compte à rebours s'affiche, ne leur laissant plus qu'1 heure et demie avant l'aube. Le leader, incrédule, lui demande de confirmer qu'il a bien trouvé la solution à leur épreuve. Son visage s'assombrit alors qu'il confirme ses dires, son assurance prenant une tournure presque menaçante. Soudain, la coéquipière du leader s'effondre au sol, visiblement en grande souffrance. Les autres se précipitent vers elle, paniqués, cherchant à comprendre ce qui lui arrive. Le leader explique qu'elle a été attaquée à nouveau par l'ombre via un reflet et qu'elle ne tiendra pas jusqu'à l'aube. Il explique que la zone de sécurité s'affaiblit et que l'esprit vengeur gagne en puissance. Une vision funeste les montre tous succombant aux ombres s'ils restent inactifs. La jeune femme, paniquée, lui demande où se trouve la main manquante puisqu'il a la solution. Il commence son explication en leur demandant s'ils ont réfléchi au véritable but de la mission. Il avance que cette épreuve n'est pas une simple aventure, mais un test pour évaluer les joueurs. Il émet l'hypothèse que si son coéquipier ne l'avait pas sauvée, elle aurait simplement disparu, pas péri. Il en déduit que la mission est conçue pour tester leur courage face à l'inconnu, pas pour les tuer. Le leader comprend alors qu'elle aurait été aspirée dans le monde des miroirs, qui est la véritable épreuve. Beiji confirme que la main, l'esprit et la solution se trouvent tous dans cette dimension alternative. Le leader, furieux, lui reproche de sous-entendre qu'il a fait une erreur en la sauvant et craint un piège mortel. Il explique que son plan initial de se diviser est tombé à l'eau, qualifiant au passage sa coéquipière d'inutile. Il annonce donc qu'il entrera seul dans le miroir, aux grandes dames du leader qui craint pour sa vie. Déterminé, il s'approche de la fenêtre barricadée, affirmant que l'inaction est une mort certaine. Le leader, résigné, accepte sa décision, comprenant qu'il n'y a pas d'autre choix. Dans un geste de soutien,
Il lui tend un objet pour l'aider dans sa mission solitaire. Il lui confie une poupée protectrice capable de bloquer une attaque mortelle. Beiji le remercie et lui demande de veiller sur les deux autres pendant son absence. Il arrache alors les planches qui bloquaient l'accès à une autre surface réfléchissante. Il se place devant un grand miroir, son reflet superposé à une silhouette bien plus imposante. La surface du miroir se transforme en un vortex tourbillonnant, l'aspirant dans la dimension alternative. Une main d'ombre l'agrippe à la gorge, l'entraînant de force dans la dimension alternative. Son corps est aspiré sans résistance dans le vortex tourbillonnant du miroir. Son âme est littéralement arrachée et projetée dans le portail dimensionnel. Resté derrière, ses coéquipiers s'inquiètent de son sort mais décident de lui faire confiance. Il atterrit dans une version écarlate et déformée du manoir, un monde parallèle sinistre. Son regard se durcit car il sent déjà une présence hostile approcher à grands pas. Il se met aussitôt à couvert, se cachant derrière un meuble pour observer la situation. Une créature cauchemardesque, aux yeux rouges et au corps rapiécé, se traîne lourdement dans la pièce. Il analyse la méthode classique pour gagner, mais la juge bien trop lente et fastidieuse. Il révèle alors son plan B. Une bombe incendiaire artisanale pour régler le problème à sa manière. Il lance ses cocktails Molotov sur la créature, optant pour une solution radicale. La créature s'embrase instantanément, hurlant de douleur sous l'effet des flammes. Paniqué, l'entité en feu s'enfuit, lui laissant le champ libre pour fouiller la pièce. Il profite de cette diversion pour fouiller frénétiquement la chambre, cherchant la main manquante. L'effort l'épuise rapidement, réalisant que l'énergie se consume 2 fois plus vite dans cette dimension. Soudain, la créature au visage squelettique fracasse une fenêtre et surgit derrière lui. Il recule, observant avec surprise la créature se rouler au sol pour éteindre les flammes. Il ne peut s'empêcher de se moquer de son intelligence inattendue, la comparant à une mascotte de la sécurité incendie. Vexé, la créature s'arrache la tête dans un geste de pure fureur, le fixant avec des yeux vides. Il esquive de justesse alors que le monstre lui lance sa propre tête comme un projectile mortel. Il renvoie la tête d'un coup de pied puissant, comme s'il s'agissait d'un ballon. Il prend aussitôt la fuite, sachant qu'il ne peut pas affronter la créature directement. La situation s'aggrave lorsque la tête et le corps se séparent pour le prendre en tenaille. La poursuite le mène dans une autre pièce du manoir, encore plus sinistre que la précédente. La créature le traque avec un sourire sadique, se demandant où sa proie a bien pu se cacher. Mais elle marche sans le savoir sur un piège artisanal qu'il avait préparé à l'avance. Une violente explosion retentit, projetant des débris dans toute la pièce. À terre, il regrette de ne pas avoir d'arme plus puissante pour en finir une bonne fois pour toutes. Son regard est alors attiré par un objet au sol. La main droite manquante qu'il cherchait. Un immense soulagement se lit sur son visage, ravi d'avoir trouvé la solution par pur hasard. Une douleur fulgurante le traverse alors qu'il est au sol, grimaçant sous l'effet du choc. Il découvre avec horreur une vilaine morsure sur son avant-bras, laissée par la créature. Un flashback lui rappelle que la tête du monstre l'a attaqué par pure vengeance pour l'avoir incendié. Il se souvient l'avoir repoussé d'un coup de poing bien placé pour se libérer de son emprise. L'adrénaline retombant, la douleur de la blessure se fait enfin sentir de manière aiguë. Il se soigne rapidement, sachant qu'il doit rester en état de finir la mission et de détruire la main. Mais la tête du monstre réapparaît, le fixant depuis une ouverture dans le plafond, l'ayant retrouvé. Pendant ce temps, dans le monde réel, un cri retentit alors que l'orage fait rage à l'extérieur du manoir. Ses coéquipiers attendent autour d'un feu, le compte à rebours indiquant qu'il reste moins de 30 minutes. La jeune femme s'inquiète, réalisant qu'il ne reste plus beaucoup de temps et qu'il n'est toujours pas revenu. Le leader, bien qu'inquiet, tente de calmer le jeu en proposant d'attendre encore un peu. Mais la jeune femme aux cheveux roses s'empare d'un couteau, décidée à ne plus rester passive. Elle se lève, prête à intervenir, annonçant qu'elle part l'aider aux grandes dames de son coéquipier. Pendant ce temps, dans la dimension écarlate, l'atmosphère est lourde et silencieuse. Beiji réapparaît, épuisé mais soulagé d'avoir survécu à une attaque mortelle grâce à la poupée. Il serre la main spectrale, expliquant son plan pour la détruire, quand une silhouette lui tombe dessus. La jeune femme le plaque au sol, le menaçant avec son couteau, persuadé qu'il est l'esprit vengeur. Complètement blasé, il lui demande ironiquement si elle n'est pas une espionne envoyée par l'ennemi. Ils progressent ensemble dans le manoir, ignorant la silhouette qui les observe depuis le balcon. Arrivé devant la porte du toit, il lui explique que le cadavre bloque le passage et qu'il faudra le leurrer. Il lui demande si elle a des armes, expliquant qu'il a épuisé tout son stock. Elle lui montre fièrement son arsenal, du matériel de nettoyage et un petit couteau, le laissant perplexe. Déçu par ses options, il décide de changer de tactique et d'attirer lui-même l'attention de la créature. Il tape du pied pour provoquer le monstre, l'insultant pour s'assurer d'être sa seule cible. D'un geste provocateur, il met la créature au défi de venir l'attraper.
L'entité, folle de rage, se jette sur lui en hurlant pour récupérer sa main. Un sourire suffisant se dessine sur son visage, révélant que tout se déroule selon son plan. Il donne le signal à sa coéquipière, qui surgit de sa cachette pour tendre une embuscade au monstre. Armée d'un simple balai, elle s'élance courageusement pour intercepter la créature. Le monstre se retourne, son visage déformé par la surprise et la panique en voyant l'attaque imminente. Il enflamme la main spectrale avec son couteau, prêt à la détruire. La main se consume dans une boule de feu, atteignant sa destination finale. Le monstre est à son tour enveloppé par les flammes, hurlant de douleur. Alors que la créature se désintègre, il réapparaît sain et sauf dans le monde réel. Un sourire victorieux aux lèvres, il savoure sa réussite alors que le système confirme la fin de la mission. Sa coéquipière l'interpelle joyeusement, agitant des balais en signe de triomphe. Elle lui fait des adieux pleins d'espoir, lui demandant de ne pas l'oublier. Il lui adresse un sourire en coin, préférant intérieurement ne plus jamais la revoir. Une notification du jeu affiche ses récompenses. Une note S, de l'expérience et une nouvelle compétence. De retour sur le campus, il découvre avec exaspération que la jeune femme l'attendait toujours devant les toilettes. Elle lui explique avec un grand sourire qu'elle l'a attendu, ce qui le fait réaliser que le temps s'écoule différemment dans le jeu. Son expression change soudainement alors qu'elle lui fait remarquer que quelque chose cloche chez lui. Il panique intérieurement, craignant que sa perception aiguisée ne perce à jour son secret. Mais elle l'accuse simplement de ne pas s'être lavé les mains, ce qui l'exaspère au plus haut point. Il s'éloigne, mais elle refuse d'abandonner et continue de l'appeler, déterminée à le suivre. De retour dans sa chambre, il consulte son interface et alloue ses points de compétence pour améliorer sa constitution. Il met de côté ses statistiques, jugeant qu'il a des préoccupations plus urgentes pour le moment. Un sourire malicieux se dessine sur son visage, car il a une idée bien plus importante en tête. Il se lave alors méticuleusement les mains, comme pour se préparer à un rituel. Puis il allume de l'encens, se purifiant avant de passer aux choses sérieuses. Ses préparatifs sont terminés, il est prêt à passer à l'étape suivante. Il s'agenouille alors dans une prière comique, implorant le système de lui donner une bonne carte de compétences. Une carte de compétences aléatoire apparaît et il espère juste obtenir quelque chose pour compenser sa faible constitution. Sans plus attendre, il active la carte pour découvrir sa nouvelle récompense. Une aura dorée l'enveloppe, le remplissant d'espoir pour la compétence exclusive qu'il s'apprête à recevoir. Son excitation se transforme en confusion en voyant l'interface de la carte rester vide. 2 objets apparaissent finalement, liés au royaume des ombres, ce qui n'était pas du tout prévu. Des vrilles d'ombre s'enroulent autour de lui, le prenant par surprise et le laissant perplexe. Une notification confirme qu'il a obtenu une compétence de rang parfait nommée Ombre. Son visage se crispe d'horreur en réalisant que ce pouvoir est lié au démon qu'il a affronté. Il explose de rage, maudissant le démon d'avoir laissé un objet qui a modifié sa compétence de force. Sa frustration est à son comble, se sentant piégé par ce cadeau empoisonné. Il se calme finalement, acceptant son sort en se disant que c'est toujours mieux que rien. Ses démons intérieurs débattent. La compétence est incroyablement rare, mais ses conditions d'apprentissage sont quasi impossibles à atteindre. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne lui manque que 2 points en perception pour débloquer ce pouvoir. La mauvaise, c'est qu'il devra attendre le niveau 5 pour l'apprendre, coincé avec sa constitution fragile. Résigné mais déterminé, il décide de se concentrer sur sa montée en niveau pour atteindre son objectif. Sa réflexion est interrompue par la sonnerie de son téléphone, posé sur le lit. Il découvre que l'appel vient du capitaine des chasseurs, se demandant ce qu'il peut bien lui vouloir. L'appel le mène devant l'hôpital central de la ville, où le capitaine l'accueille chaleureusement. Le capitaine lui explique que la plupart des étudiants touchés par le démon des ombres sont dans le coma, leurs âmes piégées. Il lui montre l'une des victimes, précisant que leur temps est compté avant que leur état ne devienne irréversible. Comme Baiji est le seul à être revenu du royaume des ombres, le capitaine lui demande s'il connaît un moyen d'y retourner. Le regard durci, Baiji confirme qu'il a effectivement un moyen de retourner dans cette dimension. Il pose cependant une condition. Il doit y aller seul, sans que personne ne l'observe, ce que le capitaine accepte aussitôt. C'est alors qu'une autre de ses ex-petites amies, Mu Qianse, apparaît, se demandant ce qu'il fabrique à l'hôpital. Une fois seul dans la chambre avec les victimes, il se prépare à lancer son plan. Il utilise alors son laissez-passer pour le royaume des ombres, une énergie sombre tourbillonnant dans sa main. Son corps est aspiré dans un portail violet, le transportant hors du monde réel. Il atterrit dans un village désolé et teinté de rouge, le cœur du royaume des ombres. Il s'avance avec assurance dans les rues désolées, arborant une petite couronne de roi. Une créature d'ombre surgit de nulle part et se jette sur lui dans un assaut furieux. D'une esquive agile, il évite l'attaque, laissant le monstre s'écraser au sol. Une entité plus imposante ordonne alors à une horde de démons de venger leur maître déchu.
Il se retrouve encerclé par une armée de créatures cauchemardesques, prêtes à le déchiqueter. Il comprend que la mort du démon des ombres a libéré ses sbires, les rendant totalement incontrôlables. Un éclair de génie traverse son esprit alors qu'il se souvient d'un atout majeur dans sa manche. Il sort alors le titre de propriété du royaume des ombres, prêt à en prendre le contrôle. Une aura violette explosive l'enveloppe alors que le système confirme l'activation du contrat. Son corps est submergé par l'énergie sombre, le processus de signature du contrat semblant particulièrement intense. L'énergie du contrat submerge les créatures, semant le chaos dans les rues en ruine. Les créatures, autrefois menaçantes, se prosternent devant lui, paralysées par sa nouvelle aura. Même les démons les plus féroces sont frappés de stupeur, incapables de comprendre sa transformation. L'entière horde de démons se soumet, le proclamant à contre-cœur comme leur nouveau souverain. Il savoure sa victoire, réalisant avec un sourire suffisant qu'il est désormais le maître incontesté de ce domaine. Sa mission n'est pas oubliée. Il localise enfin les poupées qui retiennent les âmes des étudiants. Il examine les effigies, confirmant qu'il s'agit bien des réceptacles contenant les esprits qu'il est venu sauver. Alors qu'il se concentre sur sa tâche, des ombres menaçantes s'approchent, prouvant que ces nouveaux sujets ne sont pas si dociles. Il sent leur présence, mais reste parfaitement calme, affichant un air amusé face à leur tentative d'embuscade. Croyant leur heure venue, les démons se jettent sur lui dans un assaut désespéré pour renverser leur nouveau roi. Au lieu de l'attaquer, les démons s'accrochent à lui, le suppliant de ne pas les chasser. Il est complètement déconcerté par leur réaction, ne comprenant pas ce revirement de situation. Comprenant leur peur, il leur impose une seule règle. Ils peuvent rester, mais confinés dans ce bâtiment. En guise de remerciement, il lui offre des cadeaux macabres qu'il refuse poliment, un peu dégoûté. Ayant réglé ce problème, il décide d'aller explorer son nouveau domaine pour en évaluer le potentiel. Il se promène tranquillement dans les rues désertes du royaume des ombres, comme s'il était chez lui. La ville semble en ruine et complètement vide, renforçant l'impression d'un monde mort. Il se fait la réflexion qu'un tel endroit ne devrait logiquement abriter aucune forme de vie. Son attention est soudainement attirée par la voix d'un crieur public, brisant le silence de mort. Il découvre alors avec stupeur un marché animé où d'autres joueurs échangent des objets et recrutent des alliés. Un marchand excentrique l'aborde, lui proposant un guide pour débutants contre quelques pièces. Il paie à contre-cœur, se demandant comment d'autres joueurs ont pu atterrir dans son domaine privé. Le marchand lui explique que cet endroit est un marché noir, bien plus avantageux que les canaux officiels. Il révèle que ce lieu est un refuge sûr où les joueurs de haut niveau ont spontanément créé un marché parallèle. Impressionné par sa chance, le vendeur lui offre un cadeau de bienvenue en plus de ses informations. Beiji le questionne sur l'origine de ce monde, mais même le marchand ignore sa véritable nature. Il le met en garde. La ville est un sanctuaire, mais les monstres à l'extérieur sont mortels et sans récompense. Il comprend alors que la disparition du démon des ombres a transformé son domaine en une zone de libre-échange. Le marchand lui avoue que même s'il est le maître des lieux, il est bien trop faible pour expulser ses joueurs vétérans. Beiji pose alors une question cruciale, cherchant à comprendre la signification de sa statistique de santé mentale. Le marchand lui explique avec un air suffisant que ce genre d'information a un prix. Il lui réclame alors la somme exorbitante de 500 pièces, persuadé de pouvoir l'arnaquer. Beiji, pas dupe, se retourne pour partir, forçant le vendeur à le supplier de négocier. Il lui propose alors nonchalamment une seule et unique pièce, laissant le marchand sans voix. Dépité mais tentant de sauver la face, le vendeur accepte, prétextant un geste d'amitié. Beiji, lui, tente une carte en guise de paiement, pressé d'obtenir enfin ses réponses. Le marchand révèle que la santé mentale est une statistique cruciale qui protège des horreurs cosmiques. Il vante la crédibilité de sa source, mais Beiji s'en va déjà, indifférent à son baratin. Il s'éloigne dans les rues désertes, songeur, alors que des papiers volent au vent. Sa réflexion est brusquement interrompue par une feuille qui vient se coller sur son visage. Il lit le guide, découvrant que la santé mentale est une protection contre les horreurs du jeu. Réalisant qu'il a été arnaqué avec un guide gratuit, il jure de se venger en escroquant le marchand à son tour. De retour dans le monde réel, il se rend à l'hôpital pour accomplir sa mission de sauvetage. Il commence son rituel en plaçant une poupée sur le lit d'un patient, prêt à libérer son âme. Alors qu'il dépose une autre effigie, Mu Qianse, l'une de ses ex, l'observe avec un air réprobateur. Elle l'accuse sans détour de voler les cadeaux des patients, le trouvant plus méprisable que jamais. Il la regarde, feignant l'ignorance, et lui demande laquelle de ses nombreuses ex-petites amies elle peut bien être. Folle de rage, elle lui hurle qu'elle est la troisième et ne peut croire qu'il l'ait déjà oubliée. Il bâille, avouant ne se souvenir que de son nom, et l'ignore alors qu'elle le menace de révéler sa vraie nature. Il s'éloigne, son expression se durcissant,
car ses problèmes sentimentaux sont insignifiants face à la menace qui l'attend. Il prend conscience que pour survivre, il doit monter en niveau rapidement dans ce monde de plus en plus hostile. Son esprit plonge dans les méandres du système, analysant les règles de ce jeu mortel. Une notification annonce l'ouverture d'un nouveau jeu dans un centre commercial, invitant tous les joueurs à y participer. Le système révèle alors qu'il existe 4 méthodes distinctes pour accumuler de l'expérience et devenir plus fort. La première consiste à accomplir les missions obligatoires imposées périodiquement par le jeu. La deuxième est de résoudre les incidents surnaturels qui éclatent dans le monde réel. La troisième option est de chasser les monstres spéciaux qui apparaissent aléatoirement, ce qu'il n'a pas encore fait. Quant à la quatrième méthode, elle le mène droit devant un centre commercial à l'allure étrangement festive. Une tête de clown démoniaque géante se matérialise, accueillant les joueurs dans son arène macabre. Il déglutit, comprenant qu'il vient de tomber dans un piège bien plus grand que prévu. Le clown démoniaque lui explique que si le jeu offre de belles récompenses, l'échec signifie une mort définitive. Lassé par son rire insupportable, il lui assène une gifle et lui ordonne d'aller droit au but. Une petite fille le désigne du doigt, s'étonnant de le voir frapper dans le vide. Sa mère la réprimande, lui disant de ne pas déranger les gens étranges, ce qui le laisse sans voix. Il réalise que seuls les joueurs peuvent voir ces entités, rendant toute explication aux gens normaux inutile. Quelqu'un lui tapote alors l'épaule pour attirer son attention. Le clown, désormais de taille normale, lui explique qu'il doit se rendre à un point de téléportation pour commencer. Sans hésiter, il lui demande de l'y conduire immédiatement. Le clown lui montre alors un cercle de téléportation lumineux, apparu sur le sol. Il entre dans le cercle et se dématérialise, tandis que le clown lui souhaite bonne chance avec un signe de la main. Une interface holographique s'affiche, révélant qu'il rejoint 151 autres joueurs dans une partie de plus de 2 heures. Il se matérialise dans un salon luxueux, le décor de sa nouvelle épreuve. Les règles du jeu apparaissent. Un puzzle game nommé « Sauver Dave » où l'échec entraîne une pénalité permanente sur ses statistiques. Il réfléchit un instant, trouvant que ce concept de défense contre des zombies lui rappelle étrangement quelque chose. 3 autres joueurs apparaissent soudainement derrière lui, le surprenant en pleine réflexion. Il découvre ses coéquipiers, un homme aux cheveux roux, une jeune femme aux cheveux roses et un colosse barbu. La jeune femme le reconnaît avec enthousiasme, mais il se contente de la saluer d'un air détaché. Le colosse barbu le salue à son tour, confirmant qu'il s'agit bien de ses anciens coéquipiers du manoir hanté. Elle éclate de rire en voyant sa nouvelle apparence, tandis qu'il se défend, expliquant avoir payé pour ce look viril. Le dernier joueur les ramène à la réalité, leur rappelant que le temps presse et qu'ils doivent se concentrer sur la mission. Le colosse propose de suivre le plan de Baiji, rappelant qu'il les a déjà menés à la victoire, ce que la jeune femme approuve avec enthousiasme. Le stratège coupe court à toute objection et accepte de se ranger derrière la décision de Baiji. Le dernier joueur, l'air détaché, se demande s'il connaît ses coéquipiers avant de se diriger vers une porte. Sans plus attendre, le groupe quitte la pièce pour commencer l'exploration, la jeune femme en tête. Le visage de Baiji se durcit, son instinct lui soufflant que quelque chose ne tourne pas rond. Le joueur à la queue de cheval referme violemment la porte, le visage déformé par une terreur soudaine. Interrogé par la jeune femme, il lui conseille de se préparer mentalement avant de mettre un pied dehors. Elle le taquine sur son manque de courage, lui rappelant ses propres paroles sur la nécessité de surmonter sa peur. Elle se vante alors d'avoir surmonté l'épreuve du manoir, affirmant avec arrogance que plus rien ne peut l'effrayer. Déterminée à prouver sa bravoure, elle annonce qu'elle ouvrira la porte elle-même sous le regard blasé de Baiji. Elle ouvre la porte et découvre une créature à l'aspect de zombie assise nonchalamment sur le canapé. Sa bravade s'évapore instantanément, remplacée par un hurlement de pure terreur. Pendant ce temps, Baiji examine la créature avec un calme déconcertant, l'analysant sous tous les angles. Ses coéquipiers, intrigués par son sang-froid, lui demandent s'il a découvert quelque chose d'important. Il répond que la cervelle exposée de la créature lui donne soudainement envie de manger du pudding au tofu. Sa remarque dégoûte ses coéquipiers, mais il en déduit que leur mission n'est pas de protéger Dave, mais de repousser une invasion. Il sourit, reconnaissant le concept d'un célèbre jeu de défense et espérant une version plus intéressante. Soudain, l'attention de ses coéquipiers est attirée par un autre objet dans la pièce. Baiji brandit un os énorme, déclarant avec enthousiasme que cela lui donne envie de manger des côtes de porc. Ses 2 coéquipiers, complètement exaspérés par son attitude désinvolte, le maudissent intérieurement. Il explique que contrairement au jeu, les zombies attaqueront de toutes parts, que ce soit par le jardin, la piscine ou même le toit. Le stratège révèle que le premier à finir la partie en collectionnant toutes les plantes en deviendra le propriétaire, mais juge la tâche impossible en 3 heures. Pendant ce temps, le colosse s'affaire à recouvrir le corps du zombie,
demandant l'avis des autres sous le regard perplexe de Baiji. Toute l'équipe perd son temps à ajuster un drap sur la créature, ce qui a le don d'exaspérer Baiji. N'en pouvant plus, il attrape fermement l'épaule du colosse pour mettre fin à cette mascarade. Il lui ordonne d'arrêter de s'occuper du cadavre et de se concentrer sur la mission qui les attend. Le colosse hurle de douleur, sa main se désagrégeant sous l'effet d'un pouvoir inconnu. Les autres le regardent, choqués, alors qu'il pointe un doigt accusateur vers Baiji, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Une alerte du système interrompt leur dispute, annonçant l'arrivée imminente des zombies dans 5 minutes. La jeune femme se précipite à la fenêtre et hurle de panique en voyant que les créatures sont déjà là. L'équipe entière se fige, les yeux rivés sur la fenêtre, réalisant l'ampleur de la menace. Dehors, une horde de créatures se traîne lentement mais sûrement vers la maison. Leurs visages décomposés et leurs yeux brillants d'une lueur verte confirment la nature de l'invasion. Baiji lève la tête, surpris par une nouvelle notification du système qui vient de se matérialiser. Un distributeur de jouets apparaît, expliquant que les joueurs doivent y obtenir leur plante de défense. Sa coéquipière, exaspérée par son ignorance, lui ordonne de se contenter de suivre les instructions. Le joueur à la queue de cheval tente sa chance le premier, activant la machine pour obtenir sa récompense. Un tournesol au visage impassible se matérialise dans un halo de lumière, révélant son premier atout. Baiji juge le résultat satisfaisant et se tourne vers les autres pour connaître leur propre tirage. Le colosse et le stratège présentent fièrement leurs plantes respectives, une carambole et un pistopois. La jeune femme aux cheveux roses s'exclame, persuadée que ces 3 options de plantes sont incroyablement puissantes. Elle présente fièrement ses récompenses, un canon à maïs, un champignon funeste et un champi-vapeur. Elle se tourne vers Baiji, lui demandant son avis car elle ne peut en choisir qu'une seule. Il l'observe d'un air blasé, se moquant intérieurement de sa malchance, car ces 3 options sont inutiles. Il lui conseille de prendre le champi-vapeur, expliquant que son coup nul en fait une chair à canon acceptable. Le jeu commence et le joueur à la queue de cheval tente de prendre les commandes, mais Baiji a d'autres plans. Baiji prend immédiatement le contrôle, ordonnant au colosse de planter ses défenses devant et derrière la maison. Il assigne ensuite le stratège à la surveillance du toit, lui confiant la mission d'éliminer les zombies restants. Une fois les ordres donnés, il motive les troupes, prêts à lancer l'assaut contre les morts-vivants. La jeune femme lève la main, un peu perdue, lui demandant quel rôle il lui a réservé dans son plan. Il lui confie le rôle de chair à canon, lui ordonnant de se sacrifier pour ralentir l'avancée des zombies. Le jeu annonce le début de la première vague, une horde de morts-vivants se dirigeant droit sur la maison. Les créatures, les yeux brillants d'une lueur verdâtre, avancent inexorablement vers leur objectif. Le joueur à la queue de cheval se place en première ligne, prêt à mener la charge avec ses plantes de défense. Sur le toit, le colosse utilise un pistopois comme une mitrailleuse, déchaînant un barrage de projectiles. Son coéquipier lance des caramboles acérées, visant les zombies avec une précision redoutable. Les projectiles atteignent leur cible, perçant les créatures qui hurlent sous l'impact. La première ligne de zombies est décimée par la pluie de tirs venant du toit. Les 2 joueurs se félicitent de leur efficacité, encouragés par ce premier succès. Leur triomphe est de courte durée, car un zombie sauteur atterrit sur le toit et envoie le colosse valser dans les airs. Il attrape alors sa coéquipière par le bras, la forçant à se joindre à l'action. Il la pousse en avant, l'utilisant comme bouclier humain tout en lui ordonnant d'attaquer. Il active lui-même sa plante, un cri de guerre aux lèvres, ne lui laissant aucun choix. Le champignon crache alors un projectile violet, surprenant tout le monde par son efficacité. Le tir atteint le zombie en plein visage, le stoppant net dans son avancée. La plante se révèle être une arme redoutable, enchaînant les tirs à une vitesse impressionnante. Les projectiles aveuglent les zombies, les rendant complètement vulnérables à une contre-attaque. Profitant de leur confusion, il donne le signal à ses coéquipiers pour lancer l'assaut final. Les autres plantes ouvrent le feu, anéantissant la vague de zombies et validant la première étape de la mission. Les 2 autres joueurs se félicitent, célébrant leur victoire avec un high-five bien mérité. La jeune femme célèbre leur victoire facile, s'accrochant à lui avec enthousiasme, mais il reste de marbre. Leur répit est de courte durée, car le système annonce déjà le début de la 2e vague d'ennemis. Prise de panique, elle s'effondre au sol et s'agrippe à sa jambe, se plaignant du rythme effréné du jeu. Son regard se durcit, car il sait qu'il n'y a pas de temps pour les lamentations et qu'il faut continuer le combat. Une nouvelle horde de créatures, plus variées et menaçantes, se matérialise pour lancer l'assaut. Le combat reprend de plus belle, les plantes déchaînant leurs attaques tandis qu'il se sert à nouveau d'elles comme bouclier. Après cette vague, 3 des joueurs montent au niveau 2, mais elles restent à la traîne, n'ayant gagné aucune expérience. Le stratège présente fièrement sa nouvelle acquisition, une cerise explosive, demandant l'approbation de son chef.
Beji, de son côté, utilise une courge pour écraser un zombie, reconnaissant l'utilité de la nouvelle arme de son coéquipier. Une explosion dévastatrice anéantit les créatures restantes, projetant leur corps dans les airs. Une plante carnivore géante se prépare à dévorer un zombie, ajoutant une nouvelle défense à leur arsenal. Une noix géante se dresse comme un mur infranchissable, bloquant l'avancée des morts vivants. La troisième vague se termine par un barrage de projectiles enflammés, nettoyant le terrain sans effort. La quatrième vague introduit un zombie bien plus résistant, armé d'une hache et d'un bouclier. La cinquième vague déferle, forçant les joueurs à utiliser des défenses blindées pour survivre. La sixième vague révèle un boss gigantesque qui domine la maison, rendant la situation critique. Sur le toit, l'équipe est complètement dépassée, réalisant qu'ils ne peuvent plus contenir la horde. Le stratège ordonne la retraite, comprenant qu'ils doivent changer de tactique pour ne pas être submergés. Une interface de jeu apparaît, offrant une option pour abandonner la partie alors que le temps presse. Soudain, une série d'explosions retentit sur la pelouse, anéantissant les zombies restants dans un final spectaculaire. Le jeu s'interrompt brusquement, annonçant le calcul des récompenses alors que les 4 coéquipiers sont téléportés hors de la mission. Alors que sa coéquipière veut déjà parler de leur prochaine aventure, il l'interrompt d'un geste sec. Il change de sujet et lui réclame sans ménagement l'enceinte qu'elle lui avait empruntée lors de leur première mission. Surprise mais obéissante, elle lui rend son bien sans poser de questions. Pendant ce temps, Mukians, l'une de ses ex, peste seule dans la rue, le traitant d'ingrat sous le regard choqué des passants. Elle compare alors son pseudonyme en jeu à son vrai nom, les jugeant tous les deux aussi détestables, ce qui intrigue une petite fille à proximité. Une pensée la frappe soudainement alors qu'elle réalise qu'il y a une légère ressemblance entre les deux. Elle rationalise cette ressemblance, supposant qu'il a simplement utilisé son propre visage comme modèle en réduisant son charisme. Son regard s'illumine alors qu'elle fait une connexion inattendue entre les deux hommes. Elle se réprimande aussitôt, refusant de comparer son sauveur en jeu à l'homme qu'elle méprise dans la vie réelle. Un éclair de lucidité la frappe, connectant soudainement les points qu'elle avait ignorés. Elle se souvient de sa mission initiale, dénoncer la vraie nature de Baiji à Lin Xiaoyi. Elle passe en trompe devant lui qui bâille, ignorant totalement l'agitation qu'il provoque. De son côté, il songe à la difficulté de l'épreuve, mais se satisfait des récompenses obtenues. Il décide alors de consulter son inventaire pour faire le point sur ses gains. L'interface affiche le bilan de sa mission, révélant une progression au niveau 4 et de nouveaux objets. Il examine les descriptions de ses nouvelles plantes, une mine et une noix défensive, toutes deux de qualité commune. Ayant du temps devant lui, il décide de se rendre à l'orphelinat où son corps d'origine a grandi. Il se dirige donc vers la gare routière pour commencer son petit pèlerinage. Il monte dans le bus, l'air pensif, prêt à revisiter un passé qui n'est pas tout à fait le sien. Dans le bus, il se remémore le passé de son alter ego, un orphelin reconnaissant. Il se souvient que le directeur de l'orphelinat a personnellement financé ses études universitaires. Mais il découvre avec un sourire amer que l'argent des cadeaux mensuels provenait de ses ex-petites amies. Assis, il se promet de rembourser cette dette morale à la place de l'ancien propriétaire du corps. Son téléphone vibre soudainement dans sa poche, interrompant ses pensées. Intrigué, il sort son téléphone, se demandant qui pourrait bien le contacter. Son visage se crispe en lisant un message anonyme lui ordonnant de descendre du bus de toute urgence. Une vision d'horreur lui montre le bus roulant sur une route enveloppée d'une aura maléfique. Paniqué, il regarde autour de lui, cherchant un signe de danger imminent. Ne voyant rien d'anormal, il se demande s'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague. Il décide d'ignorer l'avertissement, trop fatigué pour s'embarquer dans une nouvelle histoire surnaturelle. Mais la prudence l'emporte et il se lève, préférant ne prendre aucun risque. Il se dirige vers l'avant et appuie sur le bouton pour demander l'arrêt au chauffeur. Son doigt se pose sur le bouton d'arrêt qui brille d'une lueur rouge inquiétante. Il est abasourdi de constater que le bouton ne répond absolument pas. Le chauffeur lui annonce d'un ton glacial qu'il n'y aura aucun arrêt avant le terminus. Le conducteur se retourne, révélant un visage démoniaque qui lui ordonne de regagner sa place. Son expression se durcit alors qu'il comprend être tombé dans un piège mortel. Il retourne s'asseoir, résigné, quand son téléphone vibre et affiche une nouvelle notification. L'expéditeur anonyme lui propose un marché, sa vie contre son titre de propriété du royaume des ombres. Il comprend que son interlocuteur anonyme est de mèche avec le démon des ombres, mais il a déjà un contre-plan en tête. Il leur rappelle que le titre de propriété est lié à sa vie. S'il meurt, l'objet disparaît à jamais. Il retourne la situation avec arrogance, expliquant que ce sont maintenant eux qui doivent le supplier de le laisser les sauver. Pendant ce temps, la petite démone reçoit une notification alors qu'elle est assise seule dans une immense bibliothèque. Son téléphone est bombardé de messages, brisant le silence de la pièce. Elle découvre avec exaspération qu'il la harcèle avec le même message en boucle, la poussant à bout.
Folle de rage, elle lance un objet à travers la pièce, maudissant son audace. Il reçoit la réponse qu'il attendait, se moquant intérieurement de la facilité avec laquelle il a manipulé son adversaire. Elle lui envoie alors un avertissement cryptique, lui conseillant la plus grande prudence et lui promettant de le retrouver. Son regard se pose sur un autre passager et il hésite un instant avant de décider de s'approcher de lui. Il se lève brusquement et interpelle un autre passager, le poing levé, prêt à en découdre. Le jeune homme, Lin-He, tente de le calmer avec un sourire, se présentant pour apaiser la situation. Assis ensemble, Lin-He lui révèle qu'il a aussi senti le danger et lui pose une énigme sur la nature de la menace. Son visage s'assombrit alors qu'il explique qu'il existe une possibilité bien plus effrayante que ce qu'on pourrait imaginer. Il évoque l'idée macabre de ne pas perdre un passager entier, mais seulement une partie de celui-ci. Beiji se souvient alors qu'en montant, il avait compté un total de 8 personnes à bord. Il passe en revue les passagers, commençant par le conducteur à l'allure étrange et impassible. Son regard se pose ensuite sur une femme aux cheveux roses et une petite fille assise près de la fenêtre. Il continue son décompte avec 2 jeunes hommes au look de voyous, absorbés par leur téléphone. Enfin, il remarque une vieille dame assise seule, l'air complètement perdu et angoissé. Il réalise avec stupeur qu'il y a bien 9 personnes à bord, et non 8. Son regard se fige sur une paire de jambes cachées sous un siège, confirmant la présence d'un passager en trop. Lin-He confirme sa découverte, mais Baiji semble complètement ailleurs, le regard vide. Son expression change du tout au tout, admirant les jambes avec un intérêt déplacé qui choque son nouvel allié. Lin-He en déduit qu'il est forcément un joueur, car personne de sain d'esprit ne réagirait de cette manière. Beiji le met au défi, lui demandant ce qui lui fait croire qu'il n'est pas lui-même une menace. Lin-He révèle alors sa compétence passive, une intuition spirituelle qui lui permet de déceler le danger et les illusions. Convaincu de leur complémentarité, il lui propose de faire équipe pour survivre à cette épreuve. Ils scellent leur alliance d'une poignée de main, unissant leurs forces face à la menace imminente. Le bus s'arrête alors brusquement, secoué par un obstacle placé en travers de la route. Le bus freine brutalement, projetant tout le monde en avant dans une violente secousse. Les 2 voyous, secoués, interpellent le chauffeur avec colère, se plaignant de la conduite. L'un d'eux se lève, prêt à en découdre, et se tourne vers l'avant du bus pour exiger des explications. Lin-He l'intercepte d'un geste vif, le plaquant au sol avant qu'il ne puisse causer plus de problèmes. Alors que Lin-He maîtrise le fauteur de trouble, Baiji sort une arme, prêt à passer à l'action. Beiji pointe son arme vers le sol, le visage tendu par la concentration, visant une cible invisible pour les autres. Il ouvre le feu sans hésitation, déchargeant son arme sur la créature cachée sous le siège. Lin-He le regarde, abasourdi par sa rapidité d'action, alors que la fumée s'échappe du canon. Les jambes du passager fantôme se désintègrent dans une gerbe sombre, confirmant sa nature monstrueuse. Le reste du corps s'affaisse sur le siège, révélant une entité difforme qui n'avait jamais été humaine. Les passagers sont sous le choc, complètement paniqués par la tournure des événements. Lin-He affiche un calme déconcertant, presque amusé par le chaos ambiant. Le chauffeur démoniaque écrase l'accélérateur, ignorant totalement la panique à bord. Le bus s'élance alors à une vitesse vertigineuse, piégeant tout le monde à l'intérieur. Des ombres menaçantes enveloppent le véhicule, le coupant définitivement du monde extérieur. Réalisant que le bus s'est arrêté, Lin-He leur hurle de s'enfuir au plus vite. La mère et sa fille s'effondrent au sol, pétrifiées, alors que Baiji se tient au-dessus d'elles. Une gueule immense et dentée se matérialise, prête à les dévorer sans pitié. L'entité frappe avec une violence inouïe, et la jeune femme est violemment happée. Les autres passagers assistent à la scène, leur visage déformé par une horreur absolue. Lin-He tente de calmer le voyou, qui refuse de croire à l'horreur à laquelle il vient d'assister. La peur le submerge, son visage se tordant alors qu'un son étrange s'échappe de sa gorge. Beiji avertit froidement le second voyou de maîtriser son ami s'il tient à la vie, ce dernier les suppliant d'agir. La créature termine son repas macabre, laissant derrière elle une vision d'horreur insoutenable. L'entité se délecte de sa proie, indifférente au chaos qu'elle a provoqué dans le bus. La créature se redresse, révélant sa silhouette difforme sous le regard attentif des 2 joueurs. L'entité se met en marche, choisissant sa prochaine cible, ce qui pousse le voyou à les supplier d'intervenir. Beiji se prépare à l'affrontement, une énergie puissante émanant de l'objet qu'il tient en main. Il révèle son arme, un simple couteau de départ, au grand désarroi de son allié improvisé. Un éclair de génie le frappe, annonçant avec un sourire qu'il a un autre atout dans sa manche. Il prend une pose théâtrale, prêt à invoquer une de ses défenses du jeu précédent. Il lance alors une noix géante pour bloquer le passage, comme dans un jeu vidéo. La créature difforme se heurte à la noix, révélant la silhouette de sa victime à l'intérieur. Les autres passagers paniquent, se demandant combien de temps cette barrière improvisée tiendra.
Il explique que la noix peut retenir le monstre 1 minute, leur laissant juste assez de temps pour s'échapper. Sans perdre un instant, il se retourne et fracasse la vitre du bus d'un coup de poing surpuissant. Les éclats de verre volent alors que la fenêtre explose vers l'extérieur, créant une issue de secours. Un sourire victorieux aux lèvres, il confirme que son intuition était la bonne. Déjà dehors, il somme les autres de sauter, expliquant que l'arrêt du bus a levé les restrictions. En sécurité sur le bord de la route, il réalise qu'ils sont au milieu de nulle part, complètement perdus. Lane lui demande où ils ont bien pu atterrir, mais Baiji lui suggère de poser la question au principal intéressé. Il s'approche donc du conducteur et l'interpelle poliment pour savoir où il se trouve. Le chauffeur se retourne, révélant un visage démoniaque qui leur souhaite la bienvenue aux portes de l'enfer. Loin d'être intimidé, Baiji demande nonchalamment si d'autres touristes sont déjà passés par là. Le démon confirme que beaucoup s'y perdent et lui demande du feu avec un sourire carnassier. Sans se démonter, il allume la cigarette du conducteur avec son propre briquet. Il tente alors de le charmer avec un grand sourire, espérant obtenir des informations sur le chemin du retour. Le démon, amusé par son audace, lui dit qu'il ressemble à quelqu'un d'autre et qu'il a peut-être une chance. Il leur explique alors la règle. Pour repartir, ils devront gagner assez d'argent pour acheter un ticket de bus. En guise de remerciement, il lui lance la tête de la créature qu'ils ont affrontée comme un cadeau de départ. La créature hurle de douleur, se consumant dans le sac enflammé qu'il lui a lancé. Linher s'interroge sur leur destination, mais Baiji est déterminé à avancer, même si le chemin mène à la mort. Le chauffeur leur donne un dernier avertissement. Ils n'ont que 3 heures pour revenir, sinon ils seront piégés 1 semaine. Une lune jaune et inquiétante brille dans le ciel nocturne, éclairant leur chemin d'une lueur sinistre. Le groupe s'enfonce alors dans une forêt sombre, suivant un sentier de pierre qui semble les mener plus loin dans l'inconnu. Le voyou sent soudain quelque chose de liquide couler sur son épaule, venant de l'ami qu'il porte sur son dos. D'abord agacé, il se retourne en pensant que son ami ne fait que baver dans son sommeil. Son visage se fige d'horreur en réalisant que la tête de son ami a disparu, le laissant porter un corps incomplet. Les 2 joueurs sont frappés par la même terreur, comprenant la nature macabre de ce qui vient de se passer. Pris de panique, le voyou abandonne le corps et s'enfuit en hurlant, suppliant qu'on lui vienne en aide. Linher et le voyou sont stupéfaits par une petite créature qui file à toute vitesse. Baiji dégaine son arme, le regard concentré prêt à neutraliser la menace. La créature esquive une rafale de tirs avec une agilité déconcertante. Il continue de tirer, ajustant sa visée pour tenter de toucher la cible insaisissable. Linher s'inquiète pour le voyou qui est à terre, encore sous le choc de la perte de son ami. Il constate la fin tragique de l'autre voyou et présente ses condoléances. Il le réconforte, lui rappelant que le temps presse et qu'ils doivent continuer d'avancer. Le groupe atteint enfin l'entrée d'un village à l'architecture ancienne, leur destination. Baiji calcule qu'il leur reste moins de 2 heures, mais Linher reste confiant, prêt à affronter la suite. Son attention est alors attirée par un panneau d'affichage, se demandant ce qu'il pourrait bien y trouver. Il découvre un panneau d'affichage dont les instructions ont été délibérément effacées. Linher se demande qui a bien pu faire ça, mentionnant un certain Chuchi. Il révèle que ce Chuchi est un joueur légendaire et compare l'attitude de Baiji à la sienne. Baiji l'interrompt et Linher prétend n'avoir rien trouvé d'important avant de l'inviter à entrer. Le groupe pénètre alors dans une boutique à l'allure étrange, s'enfonçant un peu plus dans l'inconnu. Une silhouette inquiétante les accueille depuis l'ombre, surprenant les 3 nouveaux arrivants. Le propriétaire se révèle être un personnage au maquillage blafard, leur demandant ce qu'ils désirent. Baiji s'installe nonchalamment au comptoir et commande un plat de nouilles, comme si de rien n'était. Le tenancier lui explique qu'ici, tout s'obtient en échange d'un objet de valeur. Il annonce que le plat coûte une pièce des enfers et demande à Baiji ce qu'il compte mettre en gage. Une liste de prix macabres s'affiche, révélant que les parties du corps sont la monnaie d'échange locale. Baiji, pragmatique, demande alors le prix d'un ticket de bus pour évaluer leurs chances de fuite. Le tenancier lui annonce avec un sourire inquiétant que le retour coûte la somme astronomique de 300 pièces. Il se penche alors vers lui, son visage s'approchant dangereusement, ce qui surprend Baiji. Complètement déconcerté par son attitude, Baiji ne comprend pas où il veut en venir. Le commerçant lui fait alors une offre alléchante mais sinistre, échanger son âme contre une fortune. Son visage se crispe de dégoût face à cette proposition, trouvant l'idée absolument répugnante. Il le repousse avec force, le menaçant de le dénoncer pour harcèlement, tandis que l'autre le supplie de reconsidérer. Alors qu'il se débat, le voyou les interrompt, son expression grave attirant leur attention. Le regard plein de désespoir, il demande s'il est possible de ramener son ami à la vie en échange de quelque chose. Le tenancier confirme au voyou qu'une telle chose est possible, son regard se faisant étrangement insistant.
Il lui murmure cependant que le prix à payer pour un tel miracle est bien au-delà de ses moyens. Le groupe quitte la boutique, le compte à rebours leur rappelant qu'il ne leur reste que 2 heures pour s'échapper. Conscient de l'urgence, Baiji calcule qu'il doit trouver 300 pièces et décide qu'ils se sépareront pour plus d'efficacité. Son regard se durcit alors qu'il cherche une opportunité de gagner de l'argent rapidement dans ce village maudit. Des confettis explosent soudainement autour de lui, l'attirant vers une attraction aux allures de fête foraine. Un clown démoniaque sur un monocycle l'accueille joyeusement dans sa maison du fun. Il comprend alors que le chauffeur et son mystérieux contact l'ont mené droit dans un autre piège. Une seule pensée traverse son esprit. Il s'est fait complètement avoir. Une porte se referme violemment devant lui, le piégeant à l'intérieur de l'attraction macabre. Le clown démoniaque affiche un sourire carnassier, savourant d'avance le jeu qui s'annonce. Devenu gigantesque, il domine Baiji de toute sa hauteur et l'invite à participer à son jeu mortel. Le défi se révèle être un labyrinthe immense et complexe, avec une seule entrée et une seule sortie. Les règles sont simples. S'échapper du labyrinthe sans se faire attraper pour gagner 100 pièces, mais le taux de réussite est quasi nul. La créature lui accorde une minute d'avance avant de le pourchasser, lui promettant une fin atroce s'il l'attrape. Loin d'être intimidé, Baiji lui assène une gifle retentissante, coupant court à son monologue menaçant. Il attrape le visage du clown, exaspéré par ses bavardages, et lui ordonne de lancer le jeu sur le champ. Une question apparaît alors, lui demandant combien d'étapes sont nécessaires pour sortir du labyrinthe. Pour toute réponse, il se dirige calmement vers la porte blanche et l'ouvre, initiant la première étape de son plan. Il se retourne ensuite, faisant face à la pièce qu'il vient de quitter, prêt pour la deuxième étape de sa stratégie. Pour la troisième et dernière étape, il ouvre à nouveau la porte, finalisant sa stratégie. Il annonce alors fièrement que le jeu est terminé, expliquant sa logique implacable au clown. Le clown, furieux, l'accuse d'avoir triché, incapable d'accepter sa défaite si rapide. Baiji rétorque calmement qu'il n'a fait qu'exploiter les règles et réclame sa récompense. Complètement hors de lui, le démon lui hurle de partir, son visage déformé par la rage. Il se fait alors expulser sans ménagement, le clown refusant d'accueillir un joueur aussi malin. Dehors, il savoure sa victoire et empoche les 100 pièces, confirmant qu'il a rempli un tiers de son objectif. Une notification détaille la nature de sa récompense, une monnaie spéciale pour ce monde étrange. Son regard se pose sur le prochain défi, un bâtiment sobrement intitulé « La salle des énigmes ». Il pousse les portes, se demandant si la prochaine épreuve consistera à résoudre des devinettes. Il entre dans la pièce et découvre une poupée articulée assise sur un trône, confirmant ses soupçons. D'autres marionnettes à l'air stupéfait semblent approuver, des clous plantés dans leur tête. La poupée maîtresse des lieux lui explique alors les règles de son jeu d'énigmes. Elle précise les conditions. Une victoire lui permettra de prendre ce qu'il veut, mais un match nul est une défaite. Assise en face de lui, elle lui expose alors la terrible conséquence d'un échec. D'un geste menaçant, elle lui annonce qu'en cas de défaite, il rejoindra sa collection de marionnettes. Il attrape sa main avec agacement, pressé de commencer pour en finir au plus vite. Elle se réinstalle dans son fauteuil et se prépare à poser sa toute première question. Elle lui soumet une énigme classique, un homme retrouvé noyé en plein désert, sans aucune source d'eau à des kilomètres. Il la regarde d'un air blasé, tandis qu'elle le nargue, persuadée de l'avoir piégé avec sa devinette. Il la coupe avec un air blasé, trouvant sa devinette d'une simplicité déconcertante. La poupée le toise depuis son trône, une aura menaçante émanant d'elle. Son visage se crispe de colère, lui demandant s'il ose mépriser son énigme. Il se moque ouvertement de sa question, la traitant de simple jouet avant de révéler la réponse évidente. Il explique que l'homme s'est noyé lorsque le désert était encore un océan il y a des siècles. La poupée est abasourdie par sa logique, le félicitant pour son intelligence inattendue. Mais son visage se déforme en un sourire sadique, lui faisant comprendre que la bonne réponse ne suffit pas. Son regard se durcit, car il sent que le véritable jeu ne fait que commencer. Elle lui révèle alors que beaucoup d'autres ont réussi à résoudre ces 3 énigmes avant lui. Pourtant, elle ajoute qu'ils ont tous fini dans sa collection, lui posant une nouvelle devinette mortelle. Elle lui révèle alors que le fauteuil sur lequel il est assis lui permet de lire dans ses pensées. Ainsi, elle connaît d'avance la réponse à n'importe quelle énigme, le plaçant dans une position de défaite assurée. Elle exulte, persuadée d'être invincible depuis le tout début de leur jeu. Mais il la surprend en lui avouant calmement qu'il était déjà au courant de sa tricherie. La poupée est complètement abasourdie, incapable de comprendre comment il a pu deviner son secret. Il sourit avec condescendance, expliquant que sa logique était simple à déduire et qu'il va devoir tout lui expliquer. Il expose sa théorie. Sans limite, un joueur pourrait poser une énigme basée sur un secret personnel qu'elle ne pourrait jamais deviner.
Il en déduit donc que sa collection de victimes prouve qu'elle peut accéder à leurs souvenirs pour contrer cette faille. Il conclut que sa capacité à lire les esprits est la seule explication logique, puisque le match nul lui assure la victoire. La poupée baisse la tête, un rire sinistre s'échappant d'elle alors qu'elle serre le poing, visiblement impressionnée. La poupée ricane, persuadée que même s'il a découvert son secret, il est dans une situation sans issue. Il la contredit avec un sourire en coin, lui annonçant qu'elle se trompe encore. Il s'installe confortablement, expliquant qu'il a l'embarras du choix quant à la manière de la vaincre. Il lui présente alors ses propres énigmes, commençant par un problème mathématique complexe. Le défi consiste à trouver le dernier nombre restant après une série d'éliminations dans un cercle de 2563 chiffres. La poupée panique, ses yeux tourbillonnant alors qu'elle tente de résoudre le calcul en un temps record. Impatient, il l'interrompt et enchaîne directement avec sa deuxième question, ne lui laissant aucun répit. Il lui soumet une autre énigme, cette fois-ci à propos d'un navire transportant un certain nombre d'animaux. Il lui demande l'âge du capitaine, une question absurde conçue pour la piéger, un sourire malicieux aux lèvres. Il se moque de son manque de raisonnement humain avant de lui demander si elle est prête pour sa dernière question. La poupée reste sans voix, complètement déstabilisée par ces questions impossibles. Il l'ignore et enchaîne avec sa troisième et dernière énigme, un sourire suffisant aux lèvres. Il lui soumet un problème de physique complexe, déguisé en une histoire d'ours tombant dans un piège. Puis il lui pose une question en apparence simple mais redoutable. De quelle couleur est l'ours ? Son esprit s'emballe, réalisant qu'elle ne peut pas lire les réponses dans son cerveau car il ne les connaît pas encore lui-même. Son système interne surchauffe et explose sous la pression de ces énigmes insolubles. Vaincue, elle s'effondre au sol, admettant sa défaite face à une intelligence bien supérieure. Il se tient au-dessus d'elle et lui donne nonchalamment la réponse au premier problème de maths. Il explique ensuite sa logique implacable, déduisant l'âge du capitaine et la couleur de l'ours grâce à des connaissances pointues. Il s'éloigne en la narguant, tandis qu'une notification confirme sa victoire et ses 100 pièces supplémentaires. Il arrive au prochain défi, un pavillon paisible où une femme l'attend près d'un étang. Elle l'accueille avec un sourire séducteur, lui révélant qu'elle l'attendait depuis longtemps. Il lui demande sans détour quelle sera la nature de leur affrontement cette fois-ci. Elle lui explique qu'il s'agit d'un duel musical où il n'a qu'à imaginer un instrument pour le faire apparaître. Elle lance alors une puissante onde sonore, le mettant au défi de la surpasser pour remporter la victoire. Il est immédiatement submergé par l'attaque, se bouchant les oreilles pour tenter de résister à la douleur. L'assaut sonore est si violent qu'il est projeté au sol, hurlant sous l'effet de l'attaque. Elle savoure son avantage, expliquant que sa musique plonge ses victimes dans une illusion de souffrance sans fin. À genoux et vaincu, il semble avoir succombé à son pouvoir, alors qu'elle le déclare perdant. Il relève la tête, l'air confus, et lui demande de répéter, comme s'il sortait à peine de sa transe. La femme le regarde, complètement abasourdi par son rétablissement soudain. Il révèle avec un sourire narquois qu'il s'était bouché les oreilles, qualifiant sa musique d'insupportable. Il avoue avoir simulé la douleur pour analyser ses techniques, la trouvant pathétiquement prévisible. Annonçant que c'est à son tour, il invoque son propre instrument dans un halo de lumière dorée. Une suona apparaît alors, et il commence à en jouer avec une assurance déconcertante. Il prend une profonde inspiration, se préparant à déchaîner une onde sonore d'une puissance dévastatrice. Un souffle surpuissant sort de l'instrument, créant un vortex d'énergie qui balaye tout sur son passage. L'onde de choc se transforme en un véritable tsunami sonore, déferlant sur le pavillon avec une force inouïe. Submergée par la puissance de l'assaut, la femme est violemment frappée par l'onde sonore. Vaincue, son corps est projeté en arrière alors que l'énergie de l'instrument la submerge complètement. Il se tient au-dessus de son adversaire vaincu, déclarant avec un sourire suffisant qu'il a encore gagné. Une notification confirme sa récompense, portant son total à 300 pièces, juste assez pour acheter son ticket de retour. Le village reste plongé dans une atmosphère nocturne pesante, annonçant que le danger n'est pas encore écarté. Il compte son argent, mais un pressentiment lui dit que malgré sa victoire, quelque chose ne tourne pas rond. Son regard se durcit, son instinct l'alertant d'une nouvelle menace imminente dans les rues désertes. Il aperçoit alors Lin He, l'air mal en point, sortant d'une salle de billard avec une blessure inquiétante au bras. Lin He s'effondre, mais Baiji se précipite pour le rattraper juste à temps, lui demandant s'il va bien. Épuisé, Lin He s'excuse d'être tombé dans un piège, tentant de minimiser la gravité de sa situation. Baiji, lui, propose alors son aide avec un kit de soins improvisé et macabre, vantant son efficacité douteuse. Lin He, complètement horrifié par ces suggestions, décline poliment son offre de soins. Lin He révèle qu'il possède un objet de soin et demande de l'aide pour l'appliquer. Il applique alors une pâte verdâtre sur la blessure, provoquant une vive douleur chez son coéquipier.
L'un est impressionné, réalisant que Baiji a déjà réussi 3 épreuves, tandis qu'une notification décrit l'objet de soin. Baiji confirme avoir assez d'argent pour partir, mais son regard est attiré par une silhouette à tête de chat devant la salle de billard. La créature, vêtue en serveur, les fixe avec des yeux rouges brillants, une aura menaçante émanant d'elle. Ling He explique que le défi consiste à affronter le chat au billard, le vainqueur étant celui qui empoche la boule noire en dernier. Il ajoute que chaque erreur est sanctionnée par une attaque et que le chat est un tricheur, mais Baiji se lève, ayant déjà compris comment gagner. Il demande à son coéquipier de l'attendre un instant, un sourire confiant aux lèvres, laissant Lin He complètement abasourdi. 5 minutes plus tard, la blessure de Lin He est complètement guérie, la patte de soin se détachant de son bras. Le tintement d'une cloche annonce alors que la porte de la salle de billard vient de s'ouvrir. Baiji sort de la salle de billard et salue nonchalamment son coéquipier qui l'attendait. Il brandit une liasse de billets, annonçant sa victoire, tandis que la créature vaincue lui fait un signe de la main respectueux. Lin He, abasourdi, lui demande comment il a réussi, mais Baiji répond que ce n'était qu'une simple question de géométrie. Ils décident alors de partir à la recherche du voyou, se souvenant de la direction qu'il avait prise. Leur quête les mène devant un restaurant de fruits de mer où une silhouette porcine s'affaire en cuisine. Le chef, un cochon humanoïde au sourire carnassier, les accueille et leur demande ce qu'ils désirent non manger. Baiji, imperturbable, demande directement quelles sont les règles de ce nouvel établissement. Le chef lui explique avec un air menaçant que le défi est simple, le battre dans un duel culinaire. Il abat alors son hachoir avec une force impressionnante, démontrant son savoir-faire intimidant. L'alternative, révèle-t-il, est de manger ses créations, exposant un comptoir rempli d'ingrédients macabres et peu appétissants. Lin He est pris de nausée à la vue des ingrédients, mais Baiji reste impassible. Baiji demande alors au chef ce qu'il est advenu du voyou qui est entré avant eux. Le chef lui révèle que leur ami a déjà été neutralisé et suspendu en arrière-plan. Il leur propose alors de le racheter pour la modique somme de 10 pièces des enfers. Mais pour cela, il leur impose une condition, l'affronter dans un duel culinaire. Le chef explique les règles. Le vainqueur sera celui qui obtiendra la meilleure note de 3 juges. Il leur offre même l'avantage de choisir les juges, se rapprochant d'un air un peu trop familier. Lin He propose qu'il soit 2 des juges pour s'assurer la victoire, mais Baiji doute de son courage. Le chef attend leur réponse, un sourire carnassier aux lèvres, persuadé de les tenir. Baiji accepte le défi avec une assurance déconcertante, au grand plaisir du monstre cuisinier. Il révèle alors son jury. Les 3 créatures qu'il a vaincues lors des épreuves précédentes. Lin He les salue d'un air nerveux, réalisant que ses juges ne sont clairement pas de leur côté. Le clown et la poupée le menacent ouvertement, lui faisant comprendre qu'ils sont là pour se venger. Le chef annonce le début du duel, mais Baiji reste confiant, assurant à son allié que tout est sous contrôle. Le monstre cuisinier commence sa préparation macabre, utilisant des méthodes peu orthodoxes pour son plat. Lin He est horrifié par la mixture du chef et demande à Baiji comment il compte rivaliser avec une telle abomination. Baiji dévoile alors ses propres ingrédients, un arsenal de produits chimiques mortels, un sourire démoniaque aux lèvres. Il commence à mélanger le tout dans un grand bol, sous le regard pétrifié de son coéquipier. Lin He, complètement dépassé, lui demande s'il est certain de pouvoir gagner avec une telle concoction. Baiji explique sa stratégie. Pour lui donner une mauvaise note, les juges devront d'abord goûter son plat empoisonné. Lin He le qualifie de vicieux, ce que Baiji accepte avec un grand sourire comme un compliment. Le duel culinaire est terminé, et les 3 juges se préparent à rendre leur verdict. Les 2 plats sont présentés. Une mixture immonde contre une concoction toxique et bouillonnante. La marionnette, en tant que juge principal, s'apprête à désigner le vainqueur sous le regard tendu des autres. Les juges, furieux, désignent le plat du chef, expliquant qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent survivre à la dégustation. Une notification confirme sa victoire, lui octroyant 100 pièces et déduisant le coût pour libérer le voyou. De retour dans la rue, ils aident le voyou, encore sous le choc, à se remettre sur pied. Baiji lui fait remarquer froidement que mourir en chemin aurait été un sort bien plus enviable pour lui. Il fait rapidement le calcul, réalisant qu'il leur faut 900 pièces et qu'il ne leur reste qu'1 heure pour les obtenir. Lin He avoue avec un air dépité qu'il n'a réussi à rassembler que 100 misérables pièces. Il décide de laisser le voyou se reposer et de continuer avec Lin He, lui promettant les solutions des épreuves déjà passées. Son regard se pose sur les autres défis du village, bien décidé à tous les remporter. Il entre dans un dojo où un panda expert en arts martiaux lui fonce dessus, l'objectif étant de survivre 1 minute. D'un geste vif, il esquive l'assaut et lance une poignée de sable dans les yeux de son adversaire. Aveuglé, le panda hurle de douleur et renverse un seau en trébuchant. Son pied glisse alors dans une flaque de lubrifiant qui s'est échappée du seau.
Le panda perd complètement l'équilibre et bascule en arrière sous le regard impassible de Baiji. Il s'écrase lourdement sur le dos, complètement neutralisé par cette simple ruse. Baiji s'assoit sur son adversaire vaincu et pose fièrement pour la photo, un grand sourire aux lèvres. Une notification confirme sa victoire et lui octroie 100 pièces supplémentaires pour sa performance. Il enchaîne avec un défi médical où il doit soigner 10 patients plus vite que le tenancier. Puis il affronte une épreuve de courage, devant rester de marbre alors qu'une perceuse s'approche de son visage. Le défi suivant le mène dans une maison hantée, un lieu sinistre rempli de crânes. Il doit alors traverser 18 niveaux d'horreur dans un temps imparti, marchant sur une mer d'ossements. Après avoir triomphé de toutes les épreuves, il se retrouve seul dans les rues désertes du village. Il s'étonne de ne pas voir Lin Yi, pensant avoir vidé tous les défis disponibles. Son instinct le pousse pourtant à s'arrêter, sentant qu'il a peut-être manqué quelque chose. Son regard se pose alors sur un dernier bâtiment, réalisant qu'il reste une ultime épreuve. Sans hésiter, il s'approche de la porte et frappe pour découvrir ce qui se cache derrière. De retour dans la première boutique, il demande au tenancier ce qui se trouve au-delà de ce village maudit. Le tenancier sursaute, réalisant soudainement quelque chose d'important. Il se précipite sur Baiji, lui expliquant avec panique qu'il a déjà terminé 9 épreuves. Agacé, Baiji lui plaque la main sur le visage pour le repousser sans ménagement. Il le maîtrise sur le comptoir, lui ordonnant froidement de garder ses distances. Le tenancier lui révèle alors qu'il est le 3e joueur à réussir cet exploit et qu'une nouvelle étape l'attend. Son regard se fait mystérieux, lui annonçant avec un sourire en coin qu'il s'y rendra bientôt. Baiji reste impassible, une aura de détermination froide l'enveloppant complètement. Le commerçant fouille alors dans ses affaires, lui conseillant d'atteindre le niveau 30 pour survivre à la suite. Intrigué par son agitation, Baiji lui demande ce qu'il cherche avec autant d'insistance. Le tenancier trouve enfin un livre, son visage s'illuminant de joie à la vue de sa trouvaille. Le tenancier lui présente un livre contenant des objets mis en gage, lui offrant d'en acheter un. Baiji feinte la surprise, prétendant que le commerçant lui offre généreusement 3 objets gratuits. Il pousse l'audace jusqu'à lui proposer de n'en prendre qu'un seul, pour ne pas abuser de sa gentillesse. Le tenancier, intérieurement outré, n'a jamais vu un tel niveau d'effronterie de toute sa vie. Il clarifie fermement qu'il doit payer, mais Baiji tente une dernière fois de négocier un cadeau, sans succès. Une notification confirme la transaction, déduisant 400 pièces de son solde pour un achat mystérieux. Dehors, Lin He le remercie, expliquant que grâce à ses solutions, il a enfin assez d'argent pour partir. Baiji, le regard fixé au loin, annonce qu'il est grand temps pour eux de quitter cet endroit maudit. Le groupe se dirige alors vers la sortie du village, s'éloignant sous un ciel étoilé. Alors qu'il marche, Lin He jette un regard inquiet par-dessus son épaule, sentant que Baiji cache encore bien des secrets. Lin se serre nerveusement une arme, sa main tremblant légèrement sous la pression. Son visage révèle un conflit intérieur, se demandant s'il doit vraiment aller au bout de son plan. Il relâche sa prise sur l'arme, prêt à abandonner sa mission secrète. Mais la main de Baiji intercepte la sienne, l'empêchant de laisser tomber le pistolet. Baiji l'arrête net, lui ordonnant de ne pas ranger son arme, au grand étonnement de son allié. Il lui explique froidement que c'est sa dernière chance d'agir, insinuant qu'il connaît bien cet endroit. Lin He, complètement démasqué, lui demande avec stupeur depuis quand il a tout compris. Baiji révèle qu'il a deviné la vérité dès le début, dans ce bus menant tout droit en enfer. Il précise que les passagers n'étaient pas vivants, mais des âmes en peine destinées à se transformer en monstres. Il conclut que les épreuves solo du village n'ont fait que confirmer sa théorie. Il était le seul véritable survivant depuis le départ. Lincho admet que Baiji a raison, son corps se tordant sous une pression invisible. Il se transforme en une créature difforme et demande à Baiji sa véritable identité. Des vrilles écarlates jaillissent de son dos alors qu'il révèle sa nouvelle nature. Baiji reste impassible, encerclé par les appendices menaçants de son ancien allié. La créature se présente alors comme un déchu, une âme perdue de ce monde. Il explique qu'il était un joueur piégé et que tuer Baiji est sa seule chance de redevenir humain. Baiji le confronte, lui demandant pourquoi il a hésité à tirer plus tôt. Tourmenté, il avoue qu'il n'a pas pu s'y résoudre, se considérant encore comme un être humain. Vaincu par sa propre conscience, il abaisse son arme, incapable d'aller au bout de son plan. À genoux, il supplie Baiji de remettre une boîte à sa jeune sœur, lui offrant tout ce qu'il possède en échange. Baiji accepte la requête avec un air résigné, acceptant de prendre la boîte. Alors qu'il se baisse pour la ramasser, la créature révèle sa véritable nature et passe à l'attaque. Un sourire carnassier se dessine sur son visage, lui rappelant qu'il l'avait pourtant prévenu. L'entité déchaîne ses appendices écarlates, expliquant qu'il ne faut jamais faire confiance à un déchu. Son regard reste glacial, parfaitement impassible face à l'assaut imminent.
La créature l'attrape, révélant que la fin de l'épreuve a levé sa protection et qu'elle peut enfin l'attaquer. Des vrilles s'enroulent autour de son bras, le faisant grimacer sous l'effet d'une douleur intense. L'entité se vante de sa comédie et lui annonce qu'il est désormais infesté par ses parasites. Mais Basie sort de nulle part une poêle remplie d'essence, prêt à retourner la situation. Il lui jette le contenu au visage, lui rappelant froidement un avertissement qu'il lui avait déjà donné. Il sort un briquet, expliquant avec un sourire suffisant que les méchants parlent toujours trop. La créature est abasourdie, incapable de comprendre comment il a pu anticiper son piège. Folle de rage, elle lui hurle de révéler comment il a pu déjouer sa comédie. Il laisse nonchalamment tomber le briquet, expliquant que la réponse est d'une simplicité déconcertante. Son regard se durcit alors qu'il avoue n'avoir jamais eu confiance en aucun d'entre eux. La créature s'embrase alors dans un hurlement de douleur, complètement prise au dépourvu. En se consumant, elle hurle que son parasite aurait dû l'infecter sans aucun problème. Il retrousse alors sa manche, lui demandant avec un air amusé si elle parle bien de ça. Il révèle alors une fausse main en caoutchouc, expliquant que ce n'était qu'un simple tour de passe-passe. L'esprit de la créature se brise, ne comprenant pas comment il peut avoir des objets aussi absurdes dans son inventaire. La créature, dans sa forme monstrueuse, se jette sur le voyou, l'attrapant sans effort. Mais le sol se fissure et des vrilles d'ombre surgissent, piégeant l'entité dans son élan. Basie se retourne, son expression se durcissant, car il comprend que la situation vient de basculer. La créature, tirée en arrière par les ombres, le supplie de l'attendre, son visage déformé par la panique. Elle lui avoue qu'elle ne mentait pas complètement et l'implore de remettre la boîte à sa sœur. Dans un dernier effort, elle lui offre toutes ses possessions en échange de cette ultime faveur. Il s'agenouille et ramasse les objets, acceptant de tenir sa promesse avec un air grave. Il se relève, le regard lointain, faisant ses adieux à l'âme de celui qui fut son allié. Les ombres se referment, emportant la créature et sa victime dans les profondeurs de la terre. Sans perdre un instant, il s'enfuit alors que le sol se stabilise, laissant ce lieu maudit derrière lui. Il est projeté au sol par une onde de choc violette, marquant la fin de l'épreuve. Épuisé, il se retrouve de retour devant le bus, l'épreuve enfin terminée. Le chauffeur démoniaque lui rappelle qu'il ne lui reste que 5 minutes pour payer son ticket de retour. Il tente de poser des questions, mais le chauffeur le met en garde contre sa curiosité mal placée. Le conducteur, révélant un visage masqué, lui ordonne de monter à bord sans plus attendre. Le bus s'éloigne à toute vitesse, disparaissant dans un halo d'énergie surnaturelle. De retour dans le monde réel, il se lamente de n'avoir presque rien appris malgré cette épreuve intense. Il se console en découvrant ses récompenses, des pièces et un pistolet rare aux statistiques impressionnantes. Pendant ce temps, sur le campus, sa réputation de coureur de jupons continue de lui attirer des ennuis. Mukiansé tente de convaincre Lin Xiaoyi de sa vraie nature, le décrivant comme un escroc sans scrupules. Lin Xiaoyi, furieuse, repousse Mukians, affirmant qu'elle ne comprend absolument rien à Baiji. Elle le proclame comme un héros qui protège secrètement le monde, laissant son interlocutrice sans voix. Dans son imagination, il devient un super-héros solitaire combattant les légendes urbaines pour protéger ses petites amies. Elle avance même des preuves, comme le réveil des étudiants, qui commencent à semer le doute dans l'esprit de Mukiansé. Elle la force alors à répéter un mantra pour la convaincre qu'il est un héros vertueux et désintéressé. Le mantra résonne sur tout le campus, attirant les regards curieux des autres étudiants. Pendant ce temps, Baisi contemple son ticket de bus froissé, réalisant qu'il a manqué son départ. L'employé de la gare lui confirme avec un sourire que le bus est parti il y a 3 heures, anéantissant ses espoirs. Son visage s'assombrit, exprimant une profonde déception face à ce contretemps inattendu. Il s'effondre au sol, se lamentant d'avoir non seulement raté son voyage, mais aussi d'avoir dû dédommager le chauffeur démoniaque. Il calcule sa perte financière, estimant avoir perdu une somme colossale à cause de ce contretemps. Complètement anéanti, il se demande si le système ne s'acharne pas délibérément sur lui. Le lendemain, il retourne à la gare routière, bien décidé à enfin se rendre à l'orphelinat. Il se sent soulagé, pensant que cette fois, le destin va enfin lui laisser un peu de répit. Mais le bus lui passe sous le nez sans s'arrêter, anéantissant une nouvelle fois ses espoirs. Il n'en revient pas, réalisant que le système le cible personnellement avant même qu'il ait pu monter à bord. Une notification de mission obligatoire apparaît, l'entraînant dans un nouveau jeu de survie en coopération. Un compte à rebours de 5 minutes s'enclenche, ne lui laissant aucun temps pour se préparer mentalement. Agacé, il balaie l'interface d'un revers de main, acceptant son sort avec une frustration évidente. Il peste contre le timing de la mission, qui lui a encore fait perdre le prix d'un ticket de bus. Le compte à rebours se termine, annonçant sa téléportation imminente. Un faisceau de lumière l'enveloppe, le transportant vers sa nouvelle mission. Il se matérialise, abasourdi en reconnaissant l'endroit où il a atterri.
Le système l'a envoyé devant l'orphelinat, où son alter ego a passé toute son enfance. Il s'approche de la grille, se demandant si un incident a eu lieu ou si ce n'est qu'une illusion. Il comprend alors que l'orphelinat tout entier a été aspiré dans une autre dimension. Il jette un œil à la loge du gardien qui semble avoir été abandonnée à la hâte. Alors qu'il se retourne, une sensation étrange le pousse à s'arrêter net. Une coupure profonde et sanglante apparaît soudainement sur le dos de sa main. Loin d'être inquiet, il affiche un sourire en coin, trouvant cette mission de plus en plus intrigante. Une femme l'interpelle, lui disant d'arrêter de perdre son temps et de rejoindre le groupe. Il découvre qu'il n'est pas seul, rejoignant 6 autres joueurs déjà sur place. Il analyse ses nouveaux coéquipiers, notant que certains sont d'un niveau bien plus élevé que lui. Le reste du groupe semble plus équilibré, la plupart étant au niveau 6, ce qui le rassure un peu. L'un des joueurs émet une théorie pessimiste, prédisant qu'au moins l'un d'entre eux ne survivra pas. Il le désigne alors comme la victime la plus probable, se moquant de son faible niveau 5. La mission est officiellement lancée, un jeu de survie humain où 7 joueurs devront coopérer. Le groupe se dirige vers l'entrée du bâtiment, prêt à commencer l'épreuve sans plus attendre. Il est alors interpellé par une voix familière et découvre avec exaspération l'une de ses anciennes coéquipières. Les portes automatiques se referment lentement derrière eux, les piégeant à l'intérieur de l'orphelinat. Les portes se referment brutalement, scellant leur sort à l'intérieur de l'orphelinat. Pris de panique, il réalise que les portes se sont refermées d'elles-mêmes, les piégeant. L'un d'eux tente de forcer le passage d'un coup de pied, mais la porte reste solidement verrouillée. Un autre joueur en déduit que la porte ne s'ouvrira qu'à la fin de la mission, révélant la nature du piège. Il explique que l'absence de limite de temps signifie qu'ils sont condamnés à y rester jusqu'à leur mort s'ils échouent. Le joueur à lunettes comprend que le danger ne fera qu'augmenter avec le temps, rendant l'épreuve de plus en plus mortelle. Il propose alors de se séparer en 3 groupes pour être plus efficace et moins vulnérable. En guise de réponse, le joueur blond lui crache dessus, montrant clairement son mépris pour cette stratégie. Le joueur à lunettes se crispe de colère, contenant à grand-peine sa fureur face à cette provocation. Le colosse intervient pour éviter une bagarre, tandis que le blond justifie son refus en citant les clichés des films d'horreur. Le joueur à lunettes lui explique que s'ils tombent tous dans un piège, personne ne pourra les sauver. Il propose alors de se diviser en petits groupes pour minimiser les risques, cherchant l'approbation des autres. Le reste de l'équipe semble convaincu, acceptant la stratégie pour augmenter leurs chances de survie. Une autre joueuse, l'air un peu anxieux, demande alors comment les équipes seront formées. Le ton monte aussitôt, le blond et la femme aux cheveux roses se disputant pour faire équipe avec Baiji. Ce dernier et le colosse échangent un regard perplexe, surpris d'être au centre de l'attention. Un organigramme révèle la composition finale des équipes, le plaçant avec sa coéquipière la plus enthousiaste. En montant les escaliers, il la taquine sur sa chance d'avoir déjà rencontré 2 monstres. Elle le regarde avec admiration, tandis qu'il s'étonne qu'elle soit déjà niveau 6 alors qu'il peine à atteindre le 5. Arrivés à leur étage, elle se tourne vers lui, prête à suivre ses ordres sans la moindre hésitation. Il s'arrête, réalisant que quelque chose cloche, et lui demande si elle se souvient du nombre d'étages qu'ils ont montés. Il se retrouve face à un escalier sans fin, piégé dans une boucle architecturale déroutante. Le visage tendu, il lui ordonne de redescendre, sentant que le temps presse. Sans perdre une seconde, il dévala les marches à toute vitesse pour tester sa théorie. Elle court devant, paniquée, tandis qu'il la suit de près, l'air concentré. Leur course les ramène inexorablement à leur point de départ, confirmant qu'ils sont bien piégés. Abasourdie, elle ne comprend pas, mais il a déjà un nouveau plan. Se séparer pour briser l'illusion. Il s'élance vers le haut tandis qu'elle descend, déterminée à trouver une faille dans ce piège. Leurs pas résonnent alors qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, chacun courant dans une direction opposée. Leurs silhouettes se séparent dans ce labyrinthe vertical, espérant déjouer les règles de cette dimension tordue. Leurs silhouettes se séparent, courant vers une lumière aveuglante dans un effort désespéré. Mais ils se retrouvent au même endroit, elle abasourdie et lui exaspérée par cet échec. Elle panique à l'idée d'être piégée à jamais, tandis qu'il tente de la calmer. Se souvenant de ses conseils, elle se ressaisit et se met à chercher une solution autour d'elle. Son regard est alors attiré par une fenêtre, une lueur d'espoir dans ce piège sans fin. Convaincue d'avoir trouvé la sortie, elle se précipite pour l'ouvrir, pleine d'enthousiasme. Il l'arrête brusquement, l'avertissant que cette fenêtre est sûrement la source du danger. Un silence tendu s'installe alors qu'il attend sa réaction, espérant qu'elle l'écoute. Ignorant complètement son avertissement, elle se retourne et tend la main vers la poignée. Il l'appelle par son nom, une dernière tentative pour l'empêcher de commettre une erreur fatale. Son visage se crispe alors qu'il sent une énergie étrange émaner de la fenêtre. Il observe, impuissant, sa coéquipière se faire littéralement aplatir contre la vitre. Une terrible prise de conscience le frappe. Il ne tourne pas en rond.
la réalité se déforme. Il comprend enfin la nature du piège, alors que des vrilles d'encre envahissent la pièce. Ils sont piégés dans un tableau. Il attrape son talkie-walkie pour avertir les autres équipes du danger imminent. De leur côté, les autres joueurs reçoivent son message avec une incrédulité totale. Il leur explique la situation et leur demande s'ils ont trouvé des dessins d'enfants, la clé potentielle de l'énigme. Pendant ce temps, une autre équipe est attaquée par une créature d'ombre gigantesque et s'enfuit pour survivre. L'entité se matérialise devant eux, une silhouette massive au cœur rougeoyant qui leur barre la route. La joueuse aux cheveux bleus décide de faire face, s'élançant courageusement pour affronter le monstre. Elle se jette sur la créature avec une dague, tandis que son coéquipier tente une esquive désespérée. Mais leur assaut est inutile, la créature reste impassible, les forçant à fuir, terrorisés. Pendant ce temps, l'autre équipe cherche les dessins, le colosse confirmant en avoir trouvé une pile. Il sort une liasse de papier d'un tiroir, tandis que le joueur blond décide de chercher ailleurs. Ils découvrent une multitude de dessins d'enfants, représentant des animaux et des paysages colorés. La joueuse rousse se demande comment identifier le bon dessin parmi tous ces gribouillis. Le colosse a soudain une prise de conscience, rejetant catégoriquement l'idée d'une œuvre d'art. Beiji explique sa théorie, déduisant que le dessin recherché doit être un simple gribouillis d'enfants. Il leur précise de chercher un dessin représentant un escalier, probablement réalisé avec 2 styles différents. La joueuse rousse a une révélation terrifiante en comprenant la nature macabre du dessin qu'ils cherchent. Ils trouvent enfin le dessin correspondant à sa description, une œuvre d'enfant représentant un personnage près d'une fenêtre. Il leur donne alors une instruction surprenante, effacer le tabouret sur le dessin pour voir si cela affecte leur réalité. La joueuse rousse s'exécute, une gomme à la main sous le regard intense de son coéquipier. D'un geste appliqué, elle commence à gommer le sol marron du dessin, espérant que le plan fonctionne. L'effet est immédiat. Le banc sur lequel sa coéquipière était piégée disparaît dans un nuage de fumée. Un sourire satisfait se dessine sur son visage, confirmant que sa théorie était la bonne. Il leur ordonne ensuite de gommer le personnage dessiné sur le mur pour libérer sa coéquipière. La jeune femme est soudainement libérée de l'emprise du mur, tombant en avant avec un cri de surprise. Les larmes aux yeux, elle le regarde avec une admiration sans bornes, reconnaissante de l'avoir sauvé. Elle s'effondre au sol, complètement désorientée mais enfin libérée du piège mortel du tableau. Elle tombe en hurlant, complètement déséquilibrée après avoir été libérée du mur. Il la rattrape de justesse dans ses bras, la sauvant d'une chute certaine. Son regard est rempli d'admiration, le voyant comme son sauveur dans ce moment critique. Mais il la laisse tomber au sol sans la moindre cérémonie, mettant fin à l'instant romantique. Il la sermonne pour son imprudence, lui ordonnant de dire aux autres de détruire le dessin pour résoudre l'anomalie. L'autre équipe s'exécute et brûle le dessin, ce qui déclenche une notification du système confirmant la résolution du piège. Pendant ce temps, la dernière équipe court pour sa vie, poursuivie sans relâche par une créature d'ombre. Épuisés, ils réalisent qu'ils sont piégés dans une boucle sans fin, courant depuis 10 minutes, sans trouver d'issue. Le joueur à lunettes se concentre, persuadé d'avoir manqué un indice crucial pour s'échapper de ce couloir infini. Sa coéquipière lui suggère alors de demander de l'aide à Beiji, lui rappelant que son orgueil pourrait bien leur coûter la vie. Le joueur à lunettes, à bout de nerfs, contacte Beiji par radio pour lui demander de l'aide. Il explique qu'ils sont piégés dans un couloir sans fin, poursuivis par une ombre qui frappe les murs. Beiji lui répond avec un sourire suffisant que la solution à leur problème est d'une simplicité enfantine. Les 2 coéquipiers sont abasourdis par sa réponse, alors que la créature continue de les menacer au loin. Il leur révèle que l'ombre ne les attaquait pas, mais tentait de leur donner un indice depuis le début. Il récapitule leur situation, rappelant que le couloir s'est transformé en boucle dès que l'entité a commencé à frapper le mur. Le stratège confirme ses dires, ajoutant qu'il a même tenté d'attaquer la créature avec un drone explosif, sans succès. Son drone s'est approché de la créature, mais cette dernière l'a complètement ignoré, continuant de frapper le mur. Comprenant enfin le plan, le joueur à lunettes annonce à sa coéquipière qu'il suffit de neutraliser l'ombre pour s'échapper. Il sort alors une télécommande, prêt à faire exploser son drone pour en finir avec la créature. Il tente de repousser le drone d'un coup de pied, mais l'appareil est sur le point d'exploser. Sa coéquipière réalise avec horreur que leur plan est en train de tourner au désastre. D'un geste désespéré, elle le pousse et envoie le drone au loin pour éviter le pire. L'explosion les projette violemment en arrière, leur tentative ayant lamentablement échoué. Il explique par radio que l'attaque n'a eu aucun effet sur l'ombre, ne faisant que les blesser. Beiji lui demande alors s'il contrôlait le drone manuellement, ce que le joueur confirme. Il enchaîne en demandant si les coups de la créature contre le mur suivent un rythme précis. Elle décrit l'entité comme une silhouette floue, frappant le mur de manière mécanique et répétitive.
Une illustration comique montre la créature les ignorant complètement pour foncer droit sur le mur. Il comprend alors la règle. L'entité n'attaque que si l'on s'approche, sinon elle se contente de frapper le mur. Il tire alors sur l'épaule de sa coéquipière pour attirer son attention. Un sourire suffisant aux lèvres, il lui annonce par radio que l'énigme est déjà résolue. De l'autre côté, l'équipe du stratège est complètement déconcertée par cette révélation. Le joueur à lunettes explose de frustration, exigeant de savoir comment il a pu trouver la solution si vite. Beiji explique calmement sa logique. Si une ombre est un fantôme et qu'elle frappe un mur, alors un fantôme frappe un mur. Il révèle alors avec assurance qu'ils sont simplement face à un mur fantôme, un piège classique. Alors que sa coéquipière demande plus de détails, le stratège semble enfin comprendre la subtilité. Assis au sol, il réalise que, comme pour les dessins, le piège est une interprétation littérale d'une légende par des enfants. Il comprend que le mur fantôme a déformé leur perception, les faisant tourner en rond alors qu'ils pensaient fuir. Beiji confirme que pour survivre ici, il faut penser comme un enfant dont l'imagination a créé ses règles tordues. Il demande alors au stratège s'il a enfin compris la solution à leur problème. Ce dernier explique que si les humains sont victimes des illusions, les robots, eux, ne le sont pas. Il active donc son drone en mode ciblage automatique pour qu'il localise la véritable menace. L'appareil verrouille sa cible et fonce droit sur le mur, prêt à exploser au contact. Une violente explosion retentit, forçant les deux joueurs à s'enfuir pour éviter le souffle. Soulagés, ils reçoivent une notification confirmant que la source cachée de l'anomalie a été résolue. Pendant ce temps, sa coéquipière lui reproche de ne pas l'avoir laissé fouiller la pièce plus tôt. Il lui montre un trognon de pomme, lui rappelant son avertissement de ne rien toucher au hasard. Pour prouver que la pièce n'est pas vide, il décide de lancer le trognon à l'intérieur pour tester sa théorie. Le trognon est aussitôt happé par une gueule immense et dentée qui surgit de l'obscurité de la pièce. La jeune femme hurle de terreur en voyant la gueule de la créature se refermer juste devant eux. Ils observent, figés, la paroi se sceller, confirmant qu'ils ont échappé de peu à un piège mortel. En larmes, elle réalise qu'elle vient d'être sauvée une nouvelle fois, complètement dépassée par les événements. Son regard se durcit, comprenant que ce 6e étage ne sera pas une partie de plaisir. Pendant ce temps, une autre équipe décide de continuer l'exploration de son côté. Le stratège et sa coéquipière tombent sur une silhouette sombre et inquiétante au fond d'un couloir. Le visage du joueur à lunettes se décompose alors qu'il comprend la nature de ce qu'il vient de neutraliser. Il réalise avec horreur que sa cible n'était autre que leur coéquipier blond, désormais inerte et ligoté. De leur côté, Beiji et sa partenaire continuent d'ouvrir des portes, ne trouvant qu'une pièce vide de plus. Exaspéré par cette série de pièces vides, il se demande quel est le but de cette mise en scène macabre. Sa coéquipière, perplexe, se demande à quoi peut bien servir une pièce aussi dangereuse. Il lui révèle avec un air malicieux que c'est tout simplement une poubelle infinie. Une vision comique lui montre l'utilité industrielle d'un tel concept, la laissant sans voix. Son attention est soudainement captée par une nouvelle découverte, annonçant qu'un objet est enfin apparu. Ils se retrouvent alors face à un panneau en bois planté au milieu d'une des pièces vides. Déterminé à lire ce qui est écrit, il s'avance, ignorant les avertissements paniqués de sa partenaire. Il lui explique avec un sourire confiant que la fuite n'est pas une option et qu'il faut parfois prendre des risques. Une aura violette l'enveloppe alors qu'il active une compétence d'ombre pour se préparer. L'interface révèle les détails de son pouvoir, une compétence de rang parfait qui lui permet de manipuler les ombres. Pendant ce temps, sa coéquipière est soudainement attaquée par des vrilles d'ombre surgissant d'un miroir. Il glisse sur le sol dans sa forme d'ombre, tenant le panneau en bois qu'il vient de récupérer. Un sourire confiant se dessine sur son visage alors qu'il serre le panneau, ayant enfin déchiffré son contenu. Sa coéquipière l'appelle à l'aide, hurlant de panique alors que la pièce dévoreuse d'hommes se réactive. Il est projeté en arrière par une force invisible, filant droit vers la gueule qui menace sa partenaire. Il active à nouveau son contrôle des ombres, se préparant à intercepter la menace imminente. D'un geste vif, il lance une vrille d'ombre pour agripper sa coéquipière avant que la gueule ne se referme. Son ombre l'attire hors de portée juste à temps, la sauvant d'une fin certaine. Inquiète, elle remarque que son bras est blessé et se propose de le soigner sur le champ. Pendant qu'elle lui fait un bandage, elle le questionne sur le message qu'il a risqué sa vie pour obtenir. Il feinte alors l'ignorance la plus totale, la laissant complètement déconcertée par son attitude. Il continue de jouer les innocents, affirmant qu'il n'y avait rien sur le panneau et qu'elle n'a aucune preuve. Résignée mais impressionnée, elle décide de lui faire entièrement confiance et de se laisser porter jusqu'à la victoire. Le panneau révèle alors son véritable message. Une insulte grossière destinée à narguer quiconque oserait s'approcher. Un flashback révèle que le joueur blond est l'auteur du piège, son visage affichant un mélange de rage et d'admiration.